Allez, bonsoir à tous, chers collègues. Excusez-moi, je terminais une réunion avec monsieur le sous-préfet et il était un peu bavard. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc, il est 20h01, nous commençons notre conseil municipal. Je vais proposer, si vous êtes d'accord, Yücel Kissa comme secrétaire de séance. Ça te va, Yücel? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. J'ai des absences et excuses à présenter. Arnaud Dautré donne pouvoir à Radko Klissura. Hélène Barbe donne pouvoir à Sylvia Cousin. Lucie Bretin donne pouvoir à Yücel Kissa. Amber Nias donne pouvoir à Sophie Villemain. Talal Abdelkader donne pouvoir à Christine Picard. Est-ce que j'ai oublié des pouvoirs? Non? Tout le monde a été cité. Yep, c'est parfait. Donc le quorum est atteint. On va pouvoir, vous avez reçu les synthèses, hein, j'imagine tous. On va pouvoir commencer le conseil municipal et je vous propose de prendre le premier point. Pardon? Ah oui, vous avez vu qu'on a modifié l'ordre du jour. Il y a une délibération qui a été remise sur table pour une subvention. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette modification de l'ordre du jour? Non, je vous remercie. Allez, on prend le premier point, l'approbation du procès verbal. Je laisse la parole à M. Fontaine. Non. Oui, je suis complètement perdu. Allez, Maxime, je vous en prie. Oui, simplement signaler au point numéro 18, la délibération numéro 18 qui, dans le compte-rendu, est page 15. Ça concernait, vous savez, la délibération sur le fameux lotissement senior au Parc des Battes, pardon. Et donc, dans les interventions, il est bien signalé que le vote est distinct en fonction de chaque groupe, que 2 des 3 groupes d'opposition votent contre. Néanmoins, dans le compte-rendu de vote, il est écrit unanimité. Simplement s'assurer que... Ah bah merci d'avoir relu, ça nous a échappé, on va le rectifier. Merci. Merci. Monsieur Fontaine, rien? Monsieur Fontaine, un petit guronzan, là, je m'inquiète. Ok, on va le rectifier. Merci, monsieur David. Hein. Autre chose là-dessus? On peut passer à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, on prend le point 2 et je laisse la parole à Aïssa Hirti. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Le premier point qui est proposé à l'ordre du jour consiste à une modification du règlement intérieur qui avait été validé en conseil municipal avec l'intégration des 3 groupes d'opposition et notamment l'augmentation de l'espace avec 1770 signes contre 1500 signes aujourd'hui. Voilà. C'est bien résumé, d'accord. Y a-t-il des questions, observations là-dessus? Monsieur Gambuto et après Monsieur Fontaine. Ah, Monsieur Fontaine. Alors Monsieur Gambuto, je vous en prie. Alors du coup, ça me gêne de lui griller la priorité que vous lui donnez. Non, c'était juste vous dire que on va voter pour, mais c'est bien présenté parce que c'est une progression en ce qui concerne le nombre de caractères. Bon, on est sur la même page. Donc ça veut dire un petit peu plus tassé. Et puis je voulais en profiter quand même pour rappeler le principe de cette expression de l'opposition. C'est une obligation qui permet en règle générale sur chaque communication, d'ailleurs ça devrait l'être aussi sur Internet, de permettre à l'opposition d'avoir une expression, puisqu'on considère que là en l'occurrence tout le magazine est une expression de la majorité. Donc, c'est très bien ce partage et merci de l'avoir considéré. Par contre, je ne sais pas si c'est pertinent de se retrouver avec Florence Levent. Je vous voyais plus. Je ne sais pas si c'est très pertinent ou si ça répond en tout cas à l'objet de cette expression que d'avoir mis au-dessus l'expression de la majorité. Alors, il y a des villes dans lesquelles il n'y a pas d'expression de la majorité. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de jugements. Il y a des fois où on considère que, puisqu'il y a une expression sur tout le magazine, il n'y a pas raison d'avoir une expression de la majorité. On ne fera pas ce débat. En revanche, d'avoir l'expression de la majorité au-dessus de celle de l'opposition, je crois que ça ne va pas dans le sens de ce que veut la loi. C'est tout ce que je voulais vous présenter. Je vais vous répondre après. Je laisse la parole à M. Fontaine et je fais une réponse globale. Allez-y. Oui, c'était juste pour regretter que le règlement ne nous autorise pas à nous exprimer jusqu'à 2 fois sur une même affaire. Alors, puisqu'on le modifie, on aurait peut-être pu apporter cette modification aujourd'hui, et c'est bien dommage. C'était ça votre intervention, M. Fontaine? Tout à fait. Oui, d'accord. Voilà. J'ai une réponse. Alors, déjà, c'est pas l'opposition, mais c'est les oppositions maintenant. Il faut que je prenne l'habitude, et même vous, M. Gambito. Deuxième chose, effectivement, on a un peu élargi... le nombre de signes possibles par groupe. Maintenant, il y a 3 groupes d'opposition, donc voilà.
Après, moi, vous savez, je n'ai pas de religion. On essaye cette formule-là. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on peut le modifier. On fera un bilan ensemble d'ici 6 mois ou 1 an, si vous voulez. Si ça pose des difficultés pour l'opposition, ben, on ouvrira plus. Pas de difficulté là-dessus. Après, M. Fontaine, moi, je vous le dis très franchement, le règlement a été voté comme ça au début sur le fait de pouvoir intervenir une fois sur un sujet. Parce que je veux que le conseil municipal soit rythmé. Et d'ailleurs, regardez le nombre de vues dans à chaque fois qu'on a un conseil municipal, c'est assez remarquable parce que les gens, je pense qu'ils apprécient aussi de pouvoir un débat et quelque chose d'assez rythmé. Je me souviens des conseils municipaux auparavant qui duraient 4, 5, 6 heures. C'est imbitable pour les citoyens. Donc c'est aussi pour offrir un peu de rythme à nos conseils municipaux. Voilà. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, je te laisse la parole. Encore toi, ça c'est ça? Oui, effectivement. Convention entre la ville de Dreux et la ville de Vernouillet sur le centre de vaccination. Le conseil municipal avait déjà délibéré pour un conventionnement entre les deux communes, Dreux et Vernouillet, pour la refacturation du centre de vaccination pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Cette délibération prévoit juste un effet rétroactif pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, afin que Vernouillet puisse être remboursé des dépenses engagées dans le cadre du centre de vaccination. Quelques précisions financières par rapport au centre de vaccination. Et si vous me le permettez, Monsieur le maire, je laisserai la parole à Christine Picard pour vous donner des éléments plus sanitaires. Le coût total du centre de vaccination s'élève à 924 957 €, sans les coûts indirects, avec une subvention de l'ARS aux alentours de 579 000 € et un reversement à la ville de Vernouillet d'un montant de 187 000 € jusqu'au 28 février. Il reste le mois de mars à couvrir. Voilà. Merci, Monsieur Herty. Question, observation là-dessus? Bon, rien. On fera d'ailleurs dans les quelques semaines qui viennent un débriefing complet sur le coût réel du centre de vaccination et de la Covid en général pour notre collectivité. On est en train de consolider les chiffres. Voilà, on fera œuvre de transparence. Ça a quand même impacté largement les finances. Hein. Je parlais d'1 million d'euros pour 2021. On va dépasser largement 1 million d'euros. Voilà, très largement. Mais on s'en parlera parce qu'il faut aussi qu'on mette à la fois ce que l'État nous rembourse et ce que ça nous a coûté en réalité. Mais on fera, parce que ça permet aussi d'éclairer le débat sur cette question importante. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, Jacques Alim pour le parc des expositions. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis quelques années, les tarifs de location du parc des expositions sont restés inchangés. Afin d'offrir une meilleure proposition tarifaire et d'augmenter notre taux de conversion de devis en commande, il convient de réajuster nos grilles de location. Cette proposition a pour objectif une meilleure cohérence de nos prix appliqués en comparaison avec ceux constatés dans différentes salles de spectacle et parcs des expositions. Si on doit citer des exemples, comme d'autres salles d'équivalentes, la scène Zénith à Rouen, la salle Athanor à Montluçon, l'espace Antares au Mans. Donc là, et sur la grille de la location, donc il y a plusieurs paragraphes, d'accord. Donc là, je vais parler de la location d'espace et des montages des montages. Donc sur la grille tarifaire de 2015, les tarifs de location entre les événements commerciaux et associatifs privés n'étaient pas cohérents en fonction des différents espaces à louer. Différence de tarifs au mètre carré non uniformisés. En comparant avec des tarifs appliqués dans d'autres salles équivalentes, nous avons pu constater que les nôtres étaient trop élevés pour ce type d'événement. Nous les avons réajustés et avons appliqué un pourcentage de réduction de 40% par rapport aux événements commerciaux sur les différentes locations d'espace, ainsi que sur les jours de montage supplémentaires. Là, je vais parler des fluides. Les fluides, la consommation des fluides, eau, gaz, électricité, du parc des expos, représente un budget de 90 000 € annuel, soit 250 € en moyenne par jour. Sur la grille tarifaire de 2015, le forfait fluide appliqué est le même peu importe l'espace loué ainsi que la période de l'année. Le prix appliqué nous semblant très élevé, nous avons ajusté les tarifs fluides pour les espaces allant de 500 m² à 1200 m², la consommation étant indépendante du nombre de personnes,
afin que le client ne soit pas pénalisé par rapport à la surface louée. Voilà. En gros, hein, on nous propose également un tarif été et hiver, ou ce qui nous semble plus cohérent du fait que l'été, nous ne chauffons pas les espaces. En gros, et dans le détail, quoi. Voilà. Non, c'est pas le détail. Parce que non, je te jure, vraiment. Non, pour une fois que je parle, ça me fait plaisir. Ah non, mais là... Donc je vais arrêter là, ça y est, mon timing. Non, je m'arrête. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me... J'espère qu'ils n'auront pas de questions. Et je vais quand même terminer ma petite phrase qui est sympa. C'est, je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir appliquer... non, mais c'est fan, là, c'est bon. De bien vouloir appliquer, s'il vous plaît, la grille tarifaire au 1er mai 2020 pour toute nouvelle demande. 22. Ouais, ça c'est le track parce qu'il y a la caméra. Non, mais c'est moi qui t'ai perturbé, Jacques. Bon. Si ça ne dérange pas, on va prendre les questions. Il y avait Monsieur Gambito et Madame Gentil. Allez-y. Oui, il y a des questions, Jacques. Je suis confus. Monsieur Gambito, allez, je vous en prie. Alors, moi, le fait de mettre du rythme, vous n'aviez pas vu tout à l'heure, j'avais levé la main pour aussi l'intervention, mais il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, vous avez donné une demi-réponse puisque j'allais vous demander ce qui est un bilan financier. Et puisque vous parlez du coût, quand même vous dire de rappeler que c'est une action d'ailleurs que l'on a saluée et qui a servi à toute l'agglomération, et peut-être que dans le coup, vous le dire avant que vous nous présentiez les chiffres, peut-être qu'il serait juste que l'agglomération participe aussi à ces frais-là, et en ce qui concerne donc la vaccination. En ce qui concerne le parc, moi la seule question que j'ai, c'est pas de rentrer dans le détail, et là vraiment en gros, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce parc? C'est-à-dire, quelle politique? Est-ce qu'on va développer plus vers de l'exposition? Est-ce que vous y voyez le fait qu'on développe des spectacles? Votre prédécesseur prévoyait, lui, on n'était pas pour, d'agrandir le parc. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là, quoi? Quelle est la politique que vous voulez mettre en avant en ce qui concerne ce parc? Merci, Monsieur Gambito. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'action de l'équipe du Parc des Expositions. Il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place autour de Jacques Alim. On commence à pouvoir remobiliser le Parc des Expositions pour accueillir des nouveaux événements. On a d'ailleurs en train de négocier un nouvel événement autour de la BD dans quelques mois. On y travaille et c'est en train de redynamiser. Très franchement, je vous avais annoncé quelques mois qu'on ferait une étude assez précise sur le parc des expositions. Est-ce que la taille est bonne? Est-ce que la dimension en hauteur aussi convient? Parce qu'on n'a pas 13 mètres à l'intérieur du parc des expositions. Et comme on n'a pas au moins 13 mètres, on ne peut pas accueillir des tournées nationales de chanteurs et chanteuses, parce que maintenant ils viennent avec des scènes qui déploient, il faut au moins 13 mètres intérieurs. Donc c'est des réflexions qu'on doit avoir. Très sincèrement, j'attends aussi que Jacques Alim puisse, avec ses équipes, faire une année complète hors Covid, voir comment ça se passe. Voilà. L'agrandissement, l'idée était d'agrandir à l'époque de 1500 mètres carrés de mémoire, hein, ça doit être ça. Il y avait une réserve foncière, vous savez, hein, enfin, sur le côté du parc. J'ai pas encore d'éléments suffisants à vous présenter pour qu'on ait une réflexion en commun là-dessus. Voilà. Il y a des choses qui vont se passer, et puis j'attends que Jacques me fasse un bilan d'ici, je pense, une année, s'il n'y a pas de nouveau Covid, pour qu'on ait un bilan là-dessus. Mais sur la programmation, peut-être que tu vas dire un complément d'information. Non, après, vous avez très bien parlé, monsieur le maire. Simplement pour dire qu'on a commencé, on a eu les années 80, on a eu le lac des Cygnes, on aura peut-être un jumping, une nouvelle version, hein, attention. Voilà. Donc nos équipes s'évertuent à faire venir des spectacles, et même pas, on est contacté, on a eu des retours positifs, donc on nous sollicite aussi. Voilà, donc j'espère que ça va continuer. Voilà, il n'y a pas de raison. Merci Jacques. Madame Gentil, je vous en prie. Oui, très rapidement, vous avez répondu en partie en amont de ma question. Je suis un petit peu étonnée d'une comparaison avec le Zénith d'Orléans, qui compte 6900 places. Donc je pense que, bon, bref. Donc pour l'instant, on n'a pas de retour sur une année complète d'activité et sur un bilan financier. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors le bilan financier, on le verra en année pleine, année civile classique, mais effectivement, il a été mobilisé pour le centre de vaccination très longtemps. L'activité reprend, on le sent bien sur les demandes. Et puis il y a eu différents salons, mais vous l'avez vu, hein, qui ont été annulés. Donc avoir une réflexion vraiment intelligente sur quelle dynamique avec une nouvelle équipe on peut avoir et quel est le bilan, je ne peux pas avoir de réponse définitive. Ce serait un peu prétentieux et je pense qu'il faut prendre un peu de temps là-dessus. Mais on vous montrera les chiffres. Il faudra qu'on ait une réflexion avec les oppositions d'ailleurs là-dessus. J'ai pas d'idée très précise et très
encore très définitif sur le plan des expositions, parce qu'il faut regarder comment ça marche. Voilà, tout simplement. Mais le fait qu'on ne puisse pas accueillir des concerts et des tournées nationales dans ce parc, c'est quand même une question aussi. Voilà, c'est tout ce que je dis. On passe au vote si ça vous convient. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, je repasse la parole à M. Hirty. Merci. Le projet de délibération que l'on vous propose concerne la mise à jour de la délibération du 30 juillet 2020 sur le logement par nécessité absolue de service. La délib de juillet 2020 prévoyait plusieurs adresses de résidence pour l'emploi de directeur général des services, qui est le seul habilité à obtenir ce qu'on appelle un logement de fonction, tout simplement. Vu que la maison Maurice Violette, aujourd'hui, on a décidé qu'elle serait plus affectée pour un logement de fonction, donc on modifie la délibération, tout simplement. Question, observation là-dessus? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, Aïssa, toujours. Remise à domicile des véhicules. Alors, c'est une mise à jour des emplois autorisés à remiser un domicile. Donc, il y a 3 nouveaux emplois qu'on vous propose ce soir. Le directeur, directrice de la communication, directrice, directeur de l'événementiel, collaborateur, collaboratrice de cabinet. On travaille sur un règlement intérieur d'utilisation des véhicules qui vous sera présenté, je vous l'ai déjà dit, en conseil municipal, au conseil municipal de septembre prochain. Merci Aïssa. Question, observation là-dessus? Monsieur Gambuto et Monsieur David. Moi, je voudrais vous redire mon étonnement en ce qui concerne ce que vous décidez là. Le fait d'accepter le remisage pour des personnes qui n'utilisent pas pleinement le véhicule, ça devient un véhicule de fonction. Donc, si c'est un élément de rémunération, j'ai rien contre, hein, mais on n'est pas dans un système de remisage quand la personne travaille dans ses bureaux et prend la voiture pour rentrer chez elle. Ça devient une voiture de fonction qui a un certain nombre d'avantages. Là, sur un truc comme ça, politiquement, il n'y a pas forcément quelque chose à en redire, mais pour moi, c'est de l'avantage en nature qui est donné, que vous mettez en remisage, et qui peut être discuté d'ailleurs légalement, puisque vous pouvez avoir au niveau des avantages en nature, et pour le salarié, et pour vous, de considérer qu'on n'a pas payé des charges dessus. Donc le remisage, pour des gens, on ne va pas les citer parce qu'il y en a plein que c'est justifié évidemment, mais pour des gens qui vont prendre le véhicule, qui ne l'utilisent pas de façon régulière dans le cadre de leur travail, c'est pas une voiture de service, c'est un remisage d'une voiture utilisée comme ça devient une voiture de fonction. Moi, je tiens juste à vous alerter sur le côté légal de la chose. Alors, pour compléter vos propos, effectivement, il y a une déclaration en avantage en nature sur le bulletin de paye pour 80% des collaborateurs. Donc, en lien avec l'URSSAF, c'est considéré comme un véhicule de service et non de fonction. Le seul véhicule de fonction dans la collectivité, dans la fonction publique territoriale, c'est le véhicule du directeur général des services. Le reste, ça reste des véhicules de service. On n'est pas dans le système du privé où effectivement vous avez... mais il y a l'avantage en nature qui est déclaré sur le bulletin de paye. Il y avait... il y a Madame Gentil par courtoisie. Mettez-vous d'accord entre positions. C'est vrai que c'est pas la première fois que cette délibération passe. Je comprends bien que vous élargissez la liste, donc il faut que ça repasse devant nous. Mais premier point, ce fameux règlement intérieur, du coup, c'est vrai que ça tarde à ce qu'il puisse venir pour qu'on puisse vraiment comprendre les intérêts de chaque disposition, sans revenir non plus dans le détail de chaque poste, mais on vous avait dit la dernière fois, je vous avais dit la dernière fois, ça me paraissait élevé en volume, en nombre de voitures mises à disposition. Les nouveaux postes que vous rajoutez, là encore, je manque de détails pour apprécier, mais je crois me souvenir que vous aviez dit comme justification que ça pouvait aussi être un élément d'attractivité des postes que de pouvoir proposer ce type de véhicule. Pourquoi pas? Mais on est quand même dans une ville qui, malgré tout, est sur une superficie relativement faible. On peut imaginer que les gens qui vivent à Dreux ont leur véhicule et peuvent venir avec sur leur lieu de travail, à moins que de considérer qu'on cherche à recruter des personnes à l'extérieur de la ville. Parfois, ça peut se justifier en fonction des compétences qui peuvent manquer dans la ville, mais il faut faire aussi attention à privilégier au maximum des compétences qui sont sur le territoire. La mairie, c'est l'un des plus gros employeurs de la ville. À mon avis, c'est une question
là de fond, en fait. Et donc, quand je compare ça, stratégie de garage plus ça m'interroge. Madame Gentil, allez-y, je vous en prie. Oui, juste concernant les critères d'attribution qui sont mentionnés, s'agit-il de critères cumulatifs ou un seul de ces critères suffit-il pour attribuer un véhicule? Notamment parce qu'il est pas très motif d'attribution. Alors, je vais répondre à Madame Gentil. Oui, effectivement, un seul critère suffit pour attribuer un véhicule de service. Et bien entendu, moi aussi, j'attends ce règlement intérieur. Donc, ce règlement intérieur sera présenté au conseil municipal de septembre. Je m'y engage. On y travaille. Ça prend du temps auprès des services. Et je tiens à vous rassurer, on est à 29 véhicules de service avec remisage à domicile. Si vous comparez avec des communes de strates identiques, on est dans la norme, voire en dessous des normes. Je ne vais pas prendre mon exemple. Je suis dans une ville de 30 000 habitants. On a 33 véhicules avec remisage à domicile. Vous allez me dire, mais c'est pas forcément une bonne stratégie. Et encore une fois, vous l'avez souligné également, l'attractivité des postes, effectivement. Quand on peut recruter des compétences sur le local, on le fait. Et il y a des compétences qui se trouvent pas sur le local. Et le véhicule avec remisage à domicile fait aussi partie des conditions de recrutement. Et puis, bon, je crois qu'on est quasiment à 45% des agents de la ville qui vivent sur Dreux, ce qui est plutôt une très très bonne moyenne pour une collectivité de notre taille. Maintenant, ce que je demande aux directeurs et directeurs généraux, c'est-à-dire toutes les structures, hein, ça va être la SPL, la ville, l'office HLM, etc., que ces gens-là habitent sur Dreux, en tout cas à proximité. D'ailleurs, j'en profite parce que, comme c'est filmé, pour accueillir très officiellement Didier Cressot, qui est derrière moi, le nouveau directeur général des services de la ville et qui habite en centre-ville de Dreux depuis quelques jours. Voilà. Présente, je pense que beaucoup l'ont déjà rencontré, et puis c'est un homme d'une grande technicité, une grande expérience qui nous amène beaucoup et qui a toute ma confiance. Voilà. S'il y a d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, des oppositions. Je vous remercie. Allez, on continue. Les frais de déplacement. Alors, il s'agit d'une modification de la réglementation en matière de remboursement des frais de déplacement. Le forfait qui s'élevait à 15,20 € est passé à 17,50 € avec le remboursement aux frais réels. C'est-à-dire si un agent déjeune pour 7 €, on peut lui rembourser 7 € avec un forfait maximal à 17,50 €. Et la deuxième modification des remboursements de frais de déplacement, c'est la puissance fiscale, décision qui a été prise par le gouvernement suite à l'évolution des coûts de carburant. Donc, tout simplement, on se met à jour avec la réglementation. Merci Aïssa. Question, observation là-dessus? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez Aïssa, création, suppression de postes. Alors, le point 8, création, suppression de postes. Comme à chaque conseil municipal, c'est une mise à jour du tableau des emplois. Avec des créations pures, notamment les postes d'auxiliaire de puériculture, 3 postes d'auxiliaire de puériculture, 2 postes d'assistant petite enfance. Alors là, c'est pour épauler les services, notamment les crèches, pour pallier à l'absentéisme de nos collaborateurs. Et puis des postes en interne, je prends le directeur ALSH, un chargé de recrutement, un agent d'accueil pour la démocratie participative. Ce sont des postes où les agents sont déjà en fonction. On est obligé de les mettre sur le tableau des emplois. Donc c'est une mise à jour classique du tableau des emplois. Dernière précision, le poste de médecin qu'on supprime sur le tableau des emplois, c'est parce que le centre médical des Bades va basculer sous l'égide du centre communal d'action sociale. Et donc le recrutement du médecin se fera par l'établissement centre communal d'action sociale. Merci Aïssa. Oui, par exemple, un exemple très bien, on a
En DRH, on crée un poste, c'est quelqu'un qui est déjà en interne, un talent doué, qui a reçu son concours d'attaché, et donc on souhaite la garder, et donc on a créé, on a remodelé les postes pour qu'elle puisse continuer à s'épanouir professionnellement. Question, observation là-dessus, Monsieur Gambuteau. Moi, je rebondis seulement sur, en ce qui concerne le médecin qui sera recruté, en ce qui concerne les BAT, puisqu'on a investi sur les BAT dès le début du mandat, et savoir où on en est, puisque moi j'ai lu que le médecin est parti en retraite. On a beaucoup investi, nous. Qu'est-ce qu'il en est sur ce médecin, ce recrutement, cette maison médicale? Oui, oui. Ben, on a suivi qu'il y avait une remplaçante qui arrivait dans la prévision de sa prise de retraite à Dr Janvier. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, elle est sur déjà les rendez-vous. Oui, c'est ça. C'était dans la presse, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Christine, oui, on demande la parole. On n'est pas une auberge espagnole. Je dis ça à l'opposition, donc excuse-moi. Christine, je t'en prie. Oui, tout à fait, il a un remplaçant et globalement, j'ai peut-être 2 pistes pour des recrutements d'ici 2 à 3 mois, donc des gens qui sont susceptibles de vouloir revenir, donc peut-être à mi-temps, peut-être aussi également avec un autre projet pour faire à côté d'autres médecins une ligne de garde qui pourrait prendre les urgences. Donc je suis un petit peu dessus là. Merci Christine. Bon, il y a d'autres choses qui sont en train d'être négociées aussi avec un opérateur sur de la médecine un petit peu, de la bobologie, etc. avec un concept qu'on est en train de négocier. J'en dis pas trop, mais on y travaille, quoi. Mais vous savez, c'est compliqué. Attirer des médecins, c'est compliqué. Le conseil régional, malgré sa puissance financière, économique, budgétaire, n'y arrive pas, ou difficilement. Donc on se bat avec ce qu'on peut, mais on y travaille. Voilà, c'est un souci permanent. Voilà, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Les oppositions. Monsieur Homs aussi, oui. Je vous remercie. Allez, on passe au recrutement d'agents contractuels. Alors, idem, c'est régulier au conseil municipal de vous proposer ce type de délibération. C'est la loi de transformation de la fonction publique qui a introduit le recrutement d'agents contractuels sur emploi permanent pour une durée plus longue, une durée de 3 ans. Donc la mise à jour de cette liste, on vous propose le poste de médiateur musée numérique, le chargé de la communication et le coordinateur de la microphonie. C'est des personnes qui sont déjà en poste, soit qui ont déjà bénéficié d'un contrat d'1 an renouvelable à 1 an et qu'on ne peut pas reconduire dans les mêmes conditions. Donc on utilise ce dispositif pour pouvoir les conserver au sein des effectifs de la commune. Merci Aïssa. Question, observation là-dessus? Monsieur Homs. Quelles sont les attributions entre le directeur de la communication et le chargé de communication? Le directeur, il est sur un rôle de supervision, il est sur un rôle de direction. Le chargé de com, il met plus les mains à la pâte sur la production. C'est ce qui existait déjà à l'époque de Marie Senet pour les plus anciens d'entre nous, quand elle était directrice de la communication, il y avait une chargée responsable. Ouais. Madame Marchand-Baudière. Un organigramme, parce qu'en fait, il y a des postes qui sont supprimés, créés. Ce serait bien d'avoir un organigramme pour qu'on puisse savoir qui est à quel poste. Vous voulez savoir ça sur la communication, c'est ça? Non, sur l'ensemble de la mairie. Ça va faire un sacré organigramme. Non, mais c'est vrai qu'on l'avait distribué en début de mandat. On va le mettre à jour peut-être. On va le mettre il est à jour, on peut vous le communiquer par mail, sans problème. Okay, parfait, ça marche, merci. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, on passe aux agents vacataires. Mise à jour. Mise à jour en fait des taux de rémunération des vacataires, mais là ça concerne uniquement des musiciens avec un taux de 122,13 € brut par vacation pour nous accompagner lors des cérémonies patriotiques. Voilà. Question observation? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Fontaine tout seul comme un rebelle? S'abstient? Non? Vous êtes d'accord? Non, maintenant qu'on a un éclaircissement, on va voter pour. Monsieur Fontaine, faut suivre. Moi, je suis très inquiet, Monsieur Fontaine. Non, mais ah oui, c'est vrai que c'est pas sympa. Bon, ça passe pour ce coup-ci. Non, je vous charrie. Allez, donc unanimité, je vous remercie.
Allez, on passe à la suite sur la création de la commission administrative paritaire. Aïssa. Alors, ce que je vous propose pour les points 11 à 14, c'est de vous faire une synthèse des 4 points, puis de voter séparément. Ça ne vous dérange pas qu'on projets. fasse une synthèse, c'est la même chose, ça se décline. Hein, en fait, en fin d'année 2022, on aura l'obligation d'organiser le renouvellement des élections professionnelles. Donc la délibération numéro 11 prévoit la création de la CAP, la commission administrative paritaire commune, avec la Caisse des écoles et le CCAS. Pour rappel, la CAP, c'est l'instance qui traite les situations individuelles des agents de la collectivité. Le point 12, c'est de créer la CCP pour les non-titulaires, communes, ville, CCAS et Caisse des écoles. Le point 13, c'est la fusion en fait du CHSCT, du comité d'hygiène et de sécurité du travail, avec le comité technique qui devient un conseil social technique commun, donc avec la Caisse des écoles et le CCAS. Et le point 14, c'est de délibérer sur le nombre de représentants de la municipalité et des représentants du personnel pour siéger aux différentes instances. Donc on est resté sur le même nombre que les anciens mandats, 6 représentants employeurs et 6 représentants pour les organisations syndicales. Ok, merci Aïssa. Question d'observation là-dessus. On peut voter sur la délibération numéro 11. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Bon. Sur la 12, pareil, vous me faites signe hein, s'il y a un problème. Sur la 13, vous êtes unanimité aussi, c'est bon. Et on s'arrête où, Aïssa? Tu m'as dit 14 aussi? Et la 14, pareil, ça vous convient? Je vous remercie. Ça passe vite, c'est bien ça. Allez, restauration collective. Convention avec la ville de Vernouillet. Alors récemment, on a reçu un courrier de la ville de Vernouillet sur la restauration collective qui a augmenté son coût du repas pour 2022 à hauteur de 8,50 € TTC au lieu de 7,75 € TTC. Ce qui représente une augmentation. Donc l'impact s'élèvera désormais à 4,14 € à compter du 8 avril 2022. La restauration collective avec Vernouillet, ça représente en moyenne 20 agents par semaine, voilà, qui se rendent régulièrement. Oui, tous les jours, une vingtaine d'agents qui vont à Vernouillet. Question d'observation là-dessus? Bon. Monsieur Gambuteau. C'est juste l'occasion, vous voyez, je vous donne la parole chaque fois pour pouvoir développer votre programme. C'est l'occasion, parce que sans faire de procès à Vernouillet, qui est réputé pour faire des très très bons repas, très appréciés, mais pour en venir en ce qui concerne le projet qu'on avait en commun d'ailleurs sur chaque liste de restauration collective et cuisine centrale. Est-ce que ça avance? Parce que vous arrivez déjà à la moitié de votre mandat. Voir si vous avez assez avancé pour que lorsqu'on vous remplacera, savoir où on en sera. Oh, excusez-moi, j'ai eu un pouf de rire. Mais non, mais enfin, c'est la démocratie, hein, vous savez. Oui, alors on avance fortement. Pour tout vous dire et pour vous parler très franchement, on a perdu quelques mois de réflexion avec l'hôpital de Dreux. Bon, je vais faire court parce que sinon ça va être trop long. On a regardé avec l'hôpital de Dreux si on pouvait réaliser une cuisine centrale un peu plus dimensionnée pour produire les repas pour les patients et les agents hospitaliers. Il s'avère que cette question-là est quand même très compliquée et donc on se dirige plutôt vers une cuisine centrale qui ne fera pas les repas pour le centre hospitalier. Voilà, c'est tout. Donc on a pas eu quelques mois, mais les études se terminent, on a refait des visites de cuisine centrale, donc là c'est en train de prendre forme. L'objectif, on a perdu un peu de temps, c'est vrai, et l'ouverture pour la rentrée scolaire 2025. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Eh bien, ça, hein, c'est ta soirée. Ouais, effectivement, le point 16, donc c'est la mise à disposition de salles aux partis politiques. Le Code général des collectivités territoriales prévoit de mettre à disposition des locaux en période électorale. On vous propose 4 salles. La salle Midi 6 qui peut accueillir 80 personnes, la salle Maison des Familles sur le quartier des Orielles, le théâtre qui peut contenir 892 personnes et la salle de spectacle de la Maison Proximum du Viaire d'Or qui peut accueillir 192 personnes. Voilà, c'était bien, je pense, de mettre à jour ça. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Gambuteau. Oui, une question. Alors, dans ma réaction, dans
dans nos objections, ou en tout cas dans ce qu'on demande à ajouter, c'est on pense peut-être plus particulièrement en ce qui concerne les élections municipales qui demandent un peu plus de salles et de disponibilité. Déjà, quelques précisions. Lorsque vous notez que la mise à disposition d'une salle municipale parmi les salles qui sera gratuite, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une fois une salle et au choix parmi celles-ci durant toute la campagne? Ensuite, je vous avoue qu'on a été un petit peu étonné de voir que, alors une avancée qui nous semble intéressante, c'est celle du théâtre qui serait mise à disposition, puisque ça permet, la plupart du temps, c'est assez prohibitif les coûts, donc le fait de considérer qu'il peut y avoir pour chaque liste la possibilité de prendre le théâtre, je pense que c'est une avancée intéressante. On est tout de même étonné du fait que depuis toujours, depuis longtemps en tout cas, on a considéré la ville, d'ailleurs c'était votre majorité qui avait considéré la ville découpée en 7 grands quartiers qui correspondent au quartier proximum. Ça a une pertinence, ça a une logique qu'on ne retrouve pas dans le découpage en ce qui concerne votre proposition, puisque là on se retrouve avec finalement 2 salles d'accessibles sur Kennedy, 2 salles en centre-ville, mais ceux qui veulent faire campagne sur les Battes, à Paulbert, au Rochelle, etc., n'auront pas accès à des salles si on suit votre texte. Donc ce qu'on aimerait, c'est que vous l'enrichissiez par le fait qu'on puisse accéder à toutes les salles municipales pendant la campagne. En ce qui concerne le rythme, il est donné un rythme de prévenir 15 jours à l'avance. Vous le savez bien, surtout entre les 2 tours, 15 jours à l'avance, c'est très très difficile de s'organiser. Donc je pense que de toute façon, si elles sont libres, eh bien, on peut dire un oui rapidement. Donc, monsieur le maire, si ça pouvait être une semaine à l'avance plutôt que 15 jours en période de campagne, ça me semble quelque chose... oui, alors là-dessus, pardon, allez-y. Voilà, c'est sur tout le texte. Et puis, donc, c'est un découpage qui soit pour tous les quartiers, qu'on puisse faire campagne sur tous les quartiers, la gratuité partout. En ce qui concerne la pertinence, que la municipalité en place veille à ce qu'il y ait une équité aussi, qu'on ne se retrouve pas avec des listes qui prennent toutes les salles à un moment et ensuite avec une impossibilité pour les listes qui, d'ailleurs, quelquefois, qui se manifestent sur la fin et qui se retrouvent avec difficulté pour trouver des salles. Donc, si on pouvait aller plus loin, monsieur le maire, en ce qui concerne l'équité et l'ouverture de toutes les salles pour faire des campagnes intéressant toute la population, ce serait intéressant. On s'abstiendra pour ces raisons, mais on trouve qu'il y a une avancée de toute manière. Alors, non, je disais en aparté à M. Hirty, savoir si on pouvait la retirer, mais quand même, c'est à cause des législatifs qu'on a fait ça. Pour une raison très simple, c'est qu'on a une future candidate pressentie d'un parti... je vais dire un petit peu radical, qui nous a demandé déjà de réserver toutes les semaines telle et telle salle. Donc si vous voulez, c'est un peu dans votre sens, c'est-à-dire que si elle réserve des créneaux toutes les semaines de telle et telle salle, ça laisse moins d'espace pour les autres. Donc il a fallu un petit peu aussi organiser les choses. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est de demander 15 jours à l'avance. Oui, ce qui est compliqué, c'est de fusionner 3 listes aussi. Je plaisante. Mais Ouais. Et puis 8 mois pour séparer, enfin bref. Et je plaisante. Simplement, c'est que c'est pour organiser les choses, parce que là, on voyait des choses arriver pour les législatives qui étaient un peu compliquées. Voilà, on a voulu aussi préserver les choses parce qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour tout le monde, comme vous le dites. Après, ces délibérations-là, on peut aussi l'enrichir, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on a voulu aussi, c'est pas tellement une assise territoriale par secteur, mais plus par typologie de salle. Et quand vous regardez les salles qu'on propose, vous avez des salles qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins adaptées, selon ce que vous voulez y faire aussi. C'est plus une réflexion de dire, bon, on peut aller dans les quartiers, etc. Pourquoi pas l'enrichir, je suis d'accord avec vous. On va peut-être la revoir en septembre, cette délibération. Je vais demander au directeur général qu'on la remette sur la table par la suite pour la modifier. Mais dans le cas des législatives, il me semblait important de cadrer un peu les choses, parce qu'on voyait des choses exotiques arriver. Voilà. C'est un peu pour ça qu'on a fait ça. Voilà. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Les oppositions s'abstiennent. Merci. Allez, on passe à la suite. Fouzia. Ah oui, l'association des amis de Maurice Violette. Oh, pardon. Vous n'êtes pas sans savoir que Maurice Violette a légué sa maison en 1960 à la ville avec le souhait de l'avoir affectée à un musée-bibliothèque, un souhait qui va être véritablement exaucé très prochainement. Le site, qui n'était accessible au public qu'une fois par an, en l'occurrence à l'occasion des Journées du patrimoine, va bénéficier d'une plus large amplitude d'ouverture. À l'instar du Beffroi, il ouvrira dorénavant gratuitement ses portes aux visiteurs le premier week-end de chaque mois.
et ce d'avril à novembre. Il viendra ainsi compléter le parcours de visite aux côtés du Beffroi, donc, mais également du musée d'art et d'histoire, de l'Arsenal, la chapelle de l'Hôtel-Dieu ou encore la Microfolie. À noter que le site sera également ouvert en semaine aux visites scolaires sur réservation des établissements. Outre cet accès plus large, une programmation est mise en place permettant d'animer le lieu et de profiter de l'agréable jardin traversé par le cours de la Mourette. Au programme ainsi, un musée philo en mai autour d'un thème qui invitera à prendre beaucoup de hauteur. Peut-on croire en l'homme, par le philosophe Marcel Mauss, un concert en juin avec le Conservatoire de musique de l'agglomération du Pays de Dreux, une lecture en juillet ou encore une conférence en novembre. Maurice Violette, La République et l'Algérie par Éric Duquesnoy, président de l'association des amis de Maurice Violette, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. Bonsoir Éric. Si un tel dispositif est aujourd'hui concevable, notamment d'un point de vue budgétaire, mais pas seulement, c'est beaucoup grâce à l'appui de l'association dont les membres se proposent bénévolement de participer et en aidant très fortement, d'aider à l'accueil et à la surveillance de l'établissement, de participer à l'inventaire et étude des biens, ainsi qu'à son événementiel aux côtés des agents du service musée et patrimoine. Un partenariat qui fait l'objet d'une convention entre la ville et l'association que vous avez, chers collègues, en annexe et que nous vous soumettons ce soir pour approbation. Merci Fouzia. Question, observation là-dessus? Monsieur David, je vous en prie. Oui, merci pour cette présentation. Nous sommes en période électorale, donc il me semble que la valorisation, la promotion des valeurs républicaines et de ce qu'incarnait aussi Maurice Violette me semble tout à fait à propos et intéressant, et toutes les perspectives que ça peut ouvrir en termes d'ouverture d'esprit pour la jeunesse drouaise. Moi, j'aurais simplement, non pas une remarque ou une question, mais un encouragement, ou en tout cas un intérêt personnel à voir se développer aussi dans la palette d'activités, mais je l'ai vu mentionné quand même dans le rapport, mais tout ce qui peut concerner justement la médiation autour des valeurs républicaines auprès des jeunes, auprès des classes. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance, lorsque j'étais étudiant, écolier, à Dreux, de visiter cette maison à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas, donc tant mieux si elle réouvre. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu, avec évidemment toutes les actualités qui nous traversent, de se servir de ce lieu et de ce qu'il représente pour véhiculer ces messages auprès de la jeunesse. Et donc, à ce niveau-là, je suis enthousiaste et intéressé pour y participer si vous souhaitez ouvrir la réflexion. Merci. Cette ouverture, elle n'est pas envisageable sans médiation. Il y a d'une part les visites scolaires qui vont être proposées. Et pour assurer ces visites, on sera accompagné des agents de la ville et surtout des membres de l'association. Qui mieux qu'eux, justement, pour assurer cette médiation? Voilà. Je vais passer au vote. Avant, je voudrais remercier quand même l'association des Amis de Maurice Violette qui, avec Fouzia, font un travail de qualité. Je trouve qu'on commence à redonner du sens à ce lieu, à le réouvrir. Je sais que M. Duquesnoy est très attaché à ce lieu et je le remercie publiquement. Merci M. Duquesnoy. Et je pense que ce lieu va encore évoluer. Voilà. Je ne vais pas trop en dire, mais je sais que Fouzia, on en a parlé plusieurs fois. Il y a beaucoup d'idées sur ce lieu-là. Et ça peut devenir un des endroits qui sera beaucoup visité par les Drouais et les plus jeunes. Je ne parlais pas de vous, Maxime, hein, des plus jeunes Drouais. Voilà, je passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité, je vous remercie. Dans la même veine, on va faire court, c'est le règlement intérieur de la même maison. Fouzia. Pardon, je ne le vois pas en fait. Alors, corollaire de cette plus grande ouverture de la maison Maurice Violette, l'adoption d'un règlement intérieur qui pose les conditions de visite et d'utilisation, règlement que vous trouverez intégralement en annexe et que nous vous soumettons également ce soir à votre validation. Ça, c'est court. Voilà. Question, observation là-dessus? Non? Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient, l'unanimité? Je vous remercie. Allez, on passe... Eh bien, encore à toi. On parle de l'élévation sur le musée. Oui, vous avez pu le constater, de gros efforts sont mis en œuvre pour améliorer l'attractivité de notre cher musée. Il y a eu en début de mandat la mise en place de l'ouverture le samedi et plus récemment, côté programmation, le lancement de la première exposition dite des accrochages citoyens, coproduite avec des habitants d'autres villes et qui reçoit un très bel accueil. L'un de nos grands défis, et il est crucial, porte sur les jeunes. Les 18-25 ans ne représentent aujourd'hui que 3% des visiteurs individuels.
Si l'on peut se satisfaire de voir les scolaires représenter 33% des visites, le premier chiffre s'avère particulièrement décevant. S'acquitter de 4 € pour accéder au musée est un véritable frein pour nombre de jeunes. Cela nous appelle à prendre une mesure très incitative, en l'occurrence l'octroi de la gratuité pour tous les 18-25 ans. Il vous est proposé ce soir de bien vouloir valider cette nouvelle tarification qui serait dès lors immédiate. Merci. Fouzia, question, observation là-dessus? Non. D'ailleurs, à la lecture de cette délibération, je me disais qu'on pourra, il faudrait mettre des chiffres en face, on pourra peut-être avoir une réflexion sur la gratuité du musée tout court. Mais il faut qu'on ait des chiffres, là on n'a pas forcément tous les chiffres, mais je pense qu'on pourra évoluer là-dessus parce que je ne suis pas sûr que les revenus du musée soient tels que... Voilà. Mais il faudra qu'on ait des chiffres en face. Et certainement quand on regarde les revenus sur ce genre d'activité par rapport au coût d'un agent pour enregistrer tous les jours les 14 €, 20 €, il passe 1 heure à enregistrer, faire la caisse, ça passe à la direction des finances, qui est quelqu'un enregistre, etc. En fait, en termes de coût agent, on avait fait un calcul, l'ancien directeur général, il y a très longtemps, avait fait un calcul en disant quand je paye une facture de 50 €, ça me coûte 200 € en équivalent temps plein. On doit réfléchir à ça aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas les chiffres, Fouzia, je lance ça comme ça, mais il faudra qu'on mesure les choses. Parce que voilà. Je te laisse prendre la parole. Et après, il y avait Maxime David qui voulait prendre la parole. Oh non, je n'avais pas de commentaires supplémentaires à faire. Je vous en prie. Non, simplement, pardon, c'est votre commentaire qui m'a fait penser à cette question. Le principe de la gratuité, de l'étendre au maximum, je trouve que c'est vraiment une très bonne piste. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Le vrai enjeu, c'est la communication autour de ça. Il y avait déjà une gratuité, notamment les dimanches. Est-ce que c'est la gratuité qui est vraiment l'élément déclencheur? Peut-être, mais c'est surtout la levée de toutes les barrières qui sont autres que financières, et ça passe par un vrai volet de communication. Et là, je pense qu'il faut se montrer un petit peu innovant et en fait faire la démarche, mais vous le savez, j'en suis certain, d'aller en fait vers le jeune plutôt que d'attendre qu'il y vienne et qu'il découvre de lui-même la gratuité. Mais je suis sûr que vous l'avez en tête. Oui, tout à fait, monsieur David, monsieur Gambouteau, vous poser une question, mais c'est vrai que d'ailleurs on a vu l'excellent reportage hier soir sur France 3 Centre. Tout le monde l'a vu. Bon, on va le mettre en replay. Donc sur l'exposition Femmes influentes, franchement, ça donne une très belle image de Dreux sur la dynamique. On a changé d'air en fait au musée. Hein, je trouve de la vidéo, etc. Voilà, mais la gratuité, si c'est plus intéressant financièrement pour la ville de Dreux d'offrir la gratuité, voilà, faut pas faire semblant, faut y aller. Vous avez raison, l'argent c'est quelque chose, mais l'idée d'aller au musée, de se dire c'est accessible, oui c'est pour moi aussi. Et oui, il y a des gens sur place pour m'accompagner, pour m'expliquer les choses. Ça aussi, c'est important. Monsieur Gambouteau. Oui, moi, c'était juste pour soumettre une idée qu'on avait proposée dans nos programmes et qui me semblait intéressante. C'était en parallèle de la journée du patrimoine national, c'est de créer une journée du patrimoine local ouverte sur toute la région. Et là, d'avoir un moment fort, là, je rebondis sur ce que disait Maxime, un moment fort de communication. Et ce jour-là, avoir tout le patrimoine et toutes nos expositions gratuites et communiquer sur l'extérieur. Et on pourrait créer, c'est le journée du patrimoine tous les ans, qui pourrait être proche de la Saint-Denis ou quelque chose comme ça, mais d'avoir un événement qui pousse un certain nombre de personnes à venir faire le tour de nos musées, tout autour de Dreux, sachant que c'est ouvert et que c'est gratuit ce jour-là. Oui, c'est une très bonne idée. Alors quand je dis c'était dans notre programme, lequel? Non, j'ai envie de vous taquiner ce soir, je suis désolé. Le premier tour, le programme des 3 au second tour. Bah, je l'ai pas vu. Non, mais effectivement, pourquoi pas, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Mais en tout cas, plaisanterie mise à part, vous l'avez compris, l'idée pour nous, mais on le partage tous, je pense, c'est de dire qu'on essaie de faire en sorte que les Drouais se réapproprient leur patrimoine historique, naturel, d'aimer aller en centre-ville, d'aimer découvrir le patrimoine. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc la gratuité, c'est un levier, mais c'est pas suffisant. Vous avez raison, monsieur David. Il faut qu'on aille plus loin, mais c'est une politique de long terme. Il faut répéter le message, il faut ouvrir les portes, il faut rassurer les gens qui sont éloignés de la culture pour leur dire oui, c'est accessible, oui, tu peux venir, et on se met à ton niveau pour que tu commences à percer des fois un peu les mystères de la culture. Voilà, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, Fouzia, c'est encore toi. Hein.
On continue à parler de l'exposition dite des accrochages citoyens, femmes influentes. La présente délibération porte plus particulièrement sur son catalogue d'exposition. On vous prépare cette fois encore un ouvrage très qualitatif où les Drouais qui ont participé à l'opération seront mis à l'honneur aux côtés des œuvres qu'ils ont choisies, œuvres qui proviennent, rappelons-le, des réserves du musée. Dans un esprit de création de collection, cette publication dont la couverture apparaît à l'écran sera le premier tome d'une trilogie dont les prochains thèmes et les expositions qui les accompagneront seront consacrés en 2023 à la transition écologique au travers de notre rapport à l'eau et en 2024 à la préservation du patrimoine à l'occasion du 800e du château de Dreux. Le présent ouvrage sera tiré à 500 exemplaires pour un coût de revient par catalogue de 12 €. 200 seront commercialisés à 15 €, le reste étant promis à être distribué gratuitement. L'opération présente un déficit de 3 000 €, mais participe indéniablement du rayonnement de notre musée. À noter par ailleurs que chaque établissement scolaire de la ville recevra dorénavant un exemplaire voué à rejoindre son fonds bibliothécaire, ainsi que les maisons Proximum. Vous êtes invités à bien vouloir adopter les tarifs proposés. Merci. Fouzia, question, observation là-dessus? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Bon, Fouzia, je te laisse la parole. Hein. On ne te quitte plus. On continue sur le registre de la préservation du patrimoine en poursuivant le plan pluriannuel de restauration des œuvres de l'église Saint-Pierre qui a été initié en 2017. En 2021, 2 œuvres ont retrouvé leur éclat, Saint-Grégoire-le-Grand et Sainte-Femme au pied de la croix, dont vous voyez derrière moi un fabuleux avant-après. Je vous soumets ce soir la restauration de 2 nouveaux joyaux dont les auteurs sont anonymes. Ils ont malheureusement subi les outrages du temps et ont aujourd'hui plein de scrupules, une formule plutôt poétique, pour qualifier les dépôts qui s'amassent entre le châssis et la toile et provoquent des dommages considérables. Les 2 œuvres concernées ce soir sont l'Annonciation, une huile sur toile du 19e siècle dont les frais de restauration s'élèvent à 8 271 €. Des frais qui seront, et c'est un très joli geste, pris intégralement en charge par l'Association des Amis de l'Église Saint-Pierre, qu'ils en soient chaleureusement remerciés, et tout particulièrement leur président, le père Adolphe Idumba. Seconde œuvre, Eliezer et Rebecca, également une huile sur toile, datée cette fois de fin 16e, début 17e. L'œuvre est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Montant de la restauration, 10 254 € qui seront pris en charge par la DRAC à hauteur de 40%, comme le veut la convention cadre qui nous lie. Pour mémoire, l'église comporte au total une vingtaine de toiles qui sont ou étaient en péril avant restauration. Le plan actuel porte sur la réfection de 8 d'entre elles et court jusqu'en 2023. Puisque nous en avons déjà restauré 5, nous lancerons un nouveau plan de restauration dans la foulée pour garder cette belle cadence et surtout assurer la pérennité de ces trésors pour les générations actuelles et celles à venir. Vous êtes invités à vous prononcer sur les 2 restaurations évoquées. Merci Fouzia. Question, observation là-dessus? Bon, on le présente toujours, c'est la même chose, hein, c'est une bonne démarche, je pense. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, Lydie, à toi. Bonsoir, c'est à moi, oui. Il s'agit de la signature de la convention d'objectifs et de financement, donc ce qu'on appelle le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. C'est un dispositif de soutien aux parents dans l'éducation de leurs enfants. Sa démarche singulière croise l'accompagnement à la scolarité, les activités culturelles et l'appui aux relations parents-enfants, notamment à travers des actions visant l'implication des parents. Ces temps sont proposés au Rochelle, au Lièvre d'Or et au Bath, en dehors du temps scolaire, et sont encadrés par du personnel vacataire ou bénévole. Une convention d'objectifs et de financement a été établie entre la ville de Dreux et la Caisse d'allocation familiale d'Eure-et-Loir pour l'année scolaire 2021-2022. Vu l'avis favorable à l'unanimité de la commission Solidarité, Santé, Démocratie locale, vie des quartiers, éducation, jeunesse, culture et politique sportive, je vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir approuver le projet de convention d'objectifs et de financement contrat local d'accompagnement à la scolarité et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci Lydie. Question, observation, monsieur Fontaine. Oui, on s'étonne de signer une convention pour l'année scolaire 2021-2022 au mois d'avril 2022. Quelles sont les raisons?
On est toujours en décalage, en fait, hein, avec effectivement les signatures. À chaque signature de convention de CAF, en fait, on a toujours un décalage. Voilà. C'est la tradition. Bah, en fait, c'est vrai que au fur et à mesure des délibérations, non, mais un jour, on fera une convention triennale, mais là, on prendra 3 ans plus tard. Vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Non, parce qu'on suit ça de très près, mais c'est vrai qu'ils font un temps, en fait, d'accord entre les partenaires. Oui, c'est un temps de négociation entre la CAF et... Oui. Oui, ok, bon, voilà. Mais on essaiera de faire mieux avec la CAF. On va leur dire que c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu étrange. Je suis d'accord avec vous. Bon, mettez d'autres questions là-dessus. Si avec ça d'étrange, vous savez. Le temps de la CAF n'est pas le temps toujours municipal. Allez, je passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité. Je vous remercie. T'avais que ça, Lydie, ce soir? Oh bah ça va, tu t'es pas foulé, hein? Allez, Alain Genzi pour un gala de catch. Ah, je t'ai réveillé là, Alain. Et il faisait une sieste, voilà, hop, ça y est, c'est là. Oui, c'est à toi, là. L'association de l'école bretonne de catch qui nous a sollicité pour bénéficier de nos installations pour pouvoir organiser un gala de catch appelé Risque Catch le samedi 23 avril au Palais des Sports. Donc il y a 6 combats de prévus qui seront organisés avec un combat amateur, 2 combats de voltigeurs, un combat féminin, un match à 4 et un combat poids lourd. Donc un événement qui se veut avant tout sportif mais également festif. Voilà, donc afin de soutenir financièrement cette initiative, il est proposé le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 400 €. Le budget total de la manifestation est de 6 390 €. Vu l'avis favorable à l'unanimité, 7 pour, 1 abstention de la commission Solidarité, Santé, Démocratie locale, Ville et quartiers, Éducation, Jeunesse, Culture et Politique sportive, je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir décider le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 400 €. Merci Alain. Question d'observation là-dessus. Madame Gentil, je vous en prie. Oui, une petite observation. Par rapport à la commission, effectivement, il y avait une erreur concernant le montant de la subvention qui a été corrigée. Simplement, si la liste des dépenses correspond bien à 6 390 €, quand on additionne les recettes, il y a un petit souci. Puisque si on fait 3 400 plus 1 390 plus 5 000, on est bien au-delà des 6 390. Le compte n'est pas bon, c'est ça? Oui, le compte n'est pas bon du tout. Alors, c'est dû à quoi? Il y a un delta de 3 400 €, la subvention. Ah, dans le tableau présenté par rapport Ouais. à la subvention. Ah oui, vous avez raison. Effectivement, oui, c'est mal présent. Oui, il y a une grosse faute de frappe. Oui, vous avez raison. On va la rectifier. Oui, oui, une erreur qu'on va rectifier dans la... Merci. Monsieur Gambuto. Alain, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas vu le tableau. Juste vous dire, sur une opération comme celle-ci, il y a la salle, je suppose, qui est mise à disposition. Dans ces cas-là, juste pour avoir, parce que c'est très bien ce genre de truc, c'est populaire, ça ramène du monde, c'est festif, c'est pas pour la remise en question, mais pour savoir ce que cela nous coûte, ça peut être bien de valoriser. Voilà. C'est ça. Parce que si on met 3004, on en met au moins autant en disposition. Oui, sur la mise à disposition voilà. du... Donc ce serait bien, et puis en plus, ça permettrait aussi aux Drouets de savoir l'investissement réel qui est mis dedans. C'est vrai, vous avez raison. Après, je suis surpris parce que c'est demain, en fait, c'est dans quelques jours, et il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout, donc on investit dans un truc, mais est-ce qu'il y aura assez de communication? Oui. C'est qu'en préparation que j'ai vu qu'il y avait un événement comme ça, où je regarde mal ce qui est fiché. Ouais. Attends, il y a des banderoles qui ont été mises sur le... Comment dire? Il y a des banderoles, il y a des flyers qui ont été distribués. Et en fait, sur les réseaux sociaux, ceux qui sont fans de catch, ils sont plutôt en réseau et ça marche bien, c'est populaire. J'espère qu'il y aura du monde, oui, j'espère. En tout cas, il y a une tradition à Dreux, mais c'est déjà ancien, qui est régulièrement des galas de catch. Moi, je trouve ça sympathique. Voilà. Mais c'est une association qui est connue, qui est de bon niveau. Bon. On ira tous, hein? D'accord. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, on passe... Ah bah c'est Jean-Michel. Sur rétrocession des terrains de la place d'Italie. Bien, il s'agit de la rétrocession de terrains au profit de la ville, des terrains qui appartiennent à l'OPH et qui correspondent à l'emprise des bâtiments du bioclimatique de Salvador Allende et de Koudougou à l'issue de la démolition. Il s'agit en fait de réunir ces terrains
avec les terrains que possède la ville de Dreux pour faire une seule et même unité foncière, de manière à permettre la construction de l'école primaire, de l'école maternelle, de la crèche, d'une salle polyvalente, d'un ensemble constituant un édifice institutionnel au cœur du quartier des Battes et face au centre commercial Leclerc. Bien, cette rétrocession représente 7479 mètres carrés au prix pour le péage d'un montant de 107 768 € d'une part pour l'emprise du bio et de 131 560 € pour les autres bâtiments. Je vous demande donc votre accord pour réaliser cette opération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes afférents. Merci Jean-Michel. Question d'observation là-dessus, Monsieur Gambuteau. On votera pour, bien évidemment, mais j'en profite pour vous dire que nous restons demandeurs d'une réunion avec présentation de tout ce à quoi vous faites allusion, déjà les réflexions avancées sur ce qui va se passer sur les Battes, avec une présentation un petit peu plus précise. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, pour tout vous dire, on a présenté, enfin, j'ai présenté avec mon collègue Damien Stéphaux à l'ANRU l'avenant numéro 1 qu'on souhaitait signer avec l'État pour Battes-Tabellion. Et dans le cadre de cet avenant, on n'a pas fait les choses timidement parce qu'on a demandé 19 millions en plus. Parce qu'on considérait que le projet n'était pas assez ambitieux pour les deux quartiers. On n'aura pas 19 millions, mais en tout cas on a fait la démarche et on aura une enveloppe. En tout cas, fin de semaine dernière, on a reçu l'accord de principe sur l'avenant qu'on avait présenté. Maintenant, on n'a pas le retour financier de ce qui sera retenu par l'ANRU. Ils ne le feront qu'après les élections législatives. Donc il sera complètement validé avant l'été, en fait, l'avenant numéro 1. Donc on ne va pas faire une présentation globale, même aux élus, avant l'été. Mais en tout cas, à la rentrée, il faudra qu'on le fasse, parce qu'effectivement, il y a une première réunion d'explication des demandes sur les Battes la semaine dernière, pilotée par M. Leroux, voilà, notamment. C'est bien de le présenter aux gens des quartiers qui ont voulu se déplacer, mais il faudra qu'on fasse un tour d'horizon. Vous avez vu quand même les évolutions, donc le groupe scolaire à la place du bioclimatique, enfin, groupe scolaire, pôle administratif, dont un groupe scolaire, crèche, bibliothèque, mairie de quartier, présence de la cuisine centrale au Battes, etc., etc. Et puis on démolit 2 immeubles en plus, bon, mais il faut qu'on prenne le temps de vous présenter. Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, le clos du parc, Jean-Michel. Bien, la résidence pavillonnaire dont le permis de construire est en cours d'instruction sur la zone urbanisable du parc des Battes dégage un délaissé de terrain de 10 032 mètres carrés pour lequel la SPL, Maison de l'Habitat et du Commerce, a esquissé un lotissement résidentialisé d'une quinzaine de parcelles ouvertes sur le parc des Battes, et dont le bilan prévisionnel est positif pour un montant de 88 000 € environ hors taxe. Voilà. Donc je vous demande d'approuver le contrat de concession d'aménagement, son esquisse qui est jointe et le bilan financier prévisionnel, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat de concession d'aménagement avec le président de la SPL, Maison de l'Habitat. Ça s'appelle Jean-Michel Poisson. Voilà, c'est ça. Question observation là-dessus, Monsieur David, Monsieur Gambuteau. Simplement l'occasion de rappeler quelle est ma position et celle d'autres membres de ce groupe sur les projets que vous avez sur ce terrain. De la même manière que nous regrettions l'emprise que vous preniez sur le parc des Battes pour le projet de résidence senior, c'est d'autant plus vrai pour ce projet de lotissement. En l'occurrence, qu'il y ait besoin de construire des logements à Dreux, certes, mais pas au détriment du parc. Et donc, en ce qui me concerne, moi, je suis contre ce projet. Et je voulais simplement aussi signifier que sur cette approche, comme c'était le cas pour le village senior, nous aurons une approche de vote distinct par groupe. Monsieur Gambuteau, je vous en prie, allez-y.
Oui, je réagirai de la même manière, mais on ne va pas vous étonner à partir du moment où, déjà sur les 2 premières délibérations précédentes, on vous avait dit qu'on mordait trop sur le parc des Battes et on bétonnait trop. Là, c'est 10 000 mètres de plus. Pour cette même raison, on votera contre, parce qu'on avance, et puis à chaque fois, la dernière fois, on avait l'opération précédente sur laquelle on rajoutait des lots et quelques milliers de mètres. Cette fois-ci, on rajoute ça, et on a l'impression qu'à chaque fois, on a quelques milliers de mètres qui avancent. Donc ce parc est quand même quelque chose de très très important. Il y a des beaux travaux qui ont été faits dessus, mais il mérite encore d'être mis en avant et d'être développé, et on voudrait le sauvegarder tout simplement. Oui, merci Monsieur Gambuteau. Effectivement, c'est un très beau parc qui doit encore évoluer. Après, pour faire de polémique, mais simplement, la poche urbanisée, elle est votée depuis 2012. C'est pas une surprise. Voilà, le parc est défini. Il y a des zones à urbaniser. Ça a été voté en 2012. On déploie ce qu'on a déployé. Après, vous dites que vous avez voté contre la résidence senior. Vous n'avez pas tous voté contre la résidence senior, si je me trompe. Voilà, merci. Ok. Parce que vous dites, on a voté contre. Voilà. Je rappelle. Je m'habitue, moi aussi, je prends les débats d'habitude. Il y a des oppositions, donc je distingue selon le vote que vous choisissez chacun. Voilà, je passe au vote. Qui est contre? Alors, comment je vous appelle déjà? Je ne sais même plus comment c'est. Alors, la REM et le PS, ils sont contre. Voilà. Monsieur Hombes et Madame Marchand-Baudière sont pour. Merci. Voilà. Excusez-moi. Alors, je vais sortir pour les 2. Excusez-moi, j'ai dit la REM. J'essaie de. Je sais que vous êtes de gauche, monsieur Maxime David, donc je sais. Je sors pour les 2 délibérations suivantes, puisque ça me concerne directement. Ah, j'adore. Bravo. Je sors pour les 2 délibérations suivantes parce qu'elles me concernent directement. Donc, elles seront présentées par d'autres. Et puis, si vous êtes gentil pour me faire rentrer après, ce serait top. Ah, merci. Donc je vais vous donner lecture de la délibération suivante qui concerne l'octroi de la protection fonctionnelle à destination de M. Pierre-Frédéric Billet, qui est notre maire. M. Pierre-Frédéric Billet est convoqué pour une audition libre pour des faits dont il aurait été l'auteur à l'encontre de M. Frédéric Madelon le 20 août 2020 et le 29 juin 2021. Monsieur Pierre-Frédéric Billet sollicite la protection fonctionnelle de la collectivité. La protection fonctionnelle des élus municipaux est régie par 2 articles du Code général des collectivités territoriales. D'une part, l'article L 2123-34. La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant, ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas de caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. L'article L 2123-35 du CGCT, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Maître Rémi Pierdré, avocat, a été choisi par M. Pierre-Frédéric Billet pour le représenter. Je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir accorder, dans le cadre de l'action en justice engagée à son encontre, accorder à M. Pierre-Frédéric Billet la protection demandée et la réparation qui en résulte, tant pour la procédure de première instance, d'appel et le cas échéant de cassation. Je vous demande aussi d'accorder, dans le cadre de l'action en justice qu'il serait amené à engager pour des poursuites de cette affaire, à M. Pierre-Frédéric Billet la protection demandée et la réparation qui en résulte, tant pour la procédure de première instance d'appel et le cas échéant de cassation. Dire que les frais seront pris en charge par la ville de Dreux et mettre en œuvre le contrat d'assurance protection juridique des agents et des élus conclu auprès de la SMACL. Est-ce qu'il y a des questions ? J'aimerais que dans cette délibération, on distingue peut-être le principe, enfin la forme du fond. Sur la forme, le fait que si le maire ou tout autre élu, d'ailleurs c'est peut-être le cas pour nous un jour, soit attaqué dans le cadre d'actions qu'il aurait commises durant, avec son mandat, ça me semble assez légitime,
qu'ils puissent bénéficier de la protection. Donc je distingue ce point de principe sur lequel, en ce qui me concerne moi personnellement, je suis favorable. Néanmoins, il faut avoir quand même une vigilance pour avoir un jugement au cas par cas. Il peut arriver qu'un élu ait une action qui, dans le cadre de ses fonctions, soit contraire à un code moral ou même de manière illégale. Et dans ce cas-là, il faudra qu'on puisse se poser la question d'accorder ou pas cette protection juridique. Ce que je veux dire, c'est que dans la délibération qui nous est proposée, il n'y a finalement aucun élément sur le fond de l'affaire. Je ne demande pas d'avoir les éléments précis, c'est une affaire judiciaire, mais ça peut être utile juste de savoir quand même quelques éléments de contexte pour qu'on puisse nous assurer que cette situation entre dans la case d'une affaire dans lequel il est légitime que la mairie apporte cette protection juridique. Après, je ne demande pas, il y a un secret d'affaires, je le comprends bien, mais simplement, moi je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Donc, si on pouvait avoir quelques éléments, qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire comme précision sur cette affaire pour qu'on puisse juger? Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gambuteau? Oui. Alors moi déjà, vous dire mon étonnement, j'allais dire presque de façon agréable, puisque c'est quelque chose qui s'est passé un certain nombre de fois où la mairie avait engagé ses responsabilités, avait pris en charge les avocats à chaque fois que le maire de Dreux, l'ancien maire de Dreux, a eu ce type de problème. On se souvient de quelques procès. D'ailleurs, ce qu'on avait regretté, c'est qu'on n'avait jamais connu le résultat de ces procès, mais c'était une habitude. Et j'avoue, et je rejoins ce que dit Maxime, à savoir, il est normal que tous les élus soient aidés, soient soutenus dans le cadre de ces démarches-là, à partir du moment où il y a une procédure. En revanche, peut-être pas le dire ici, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de considérer que lorsqu'il y a quelque chose de cette importance, ça mérite que même à huis clos, on ait un peu connaissance du sujet. C'est-à-dire que si c'est dans le cadre de son travail, dans le cadre de son poste d'élu, de maire, où il y a un échange et puis il est attaqué, bien sûr c'est normal que ce soit pris en charge. En revanche, s'il outrepasse un certain nombre de principes et que ça va d'ailleurs au-delà de ses possibilités, là ça pose problème puisqu'on est en train de défendre sur quelque chose qui n'est pas forcément en lien. Nous voterons, en ce qui nous concerne, certains voteront pour, parce que je crois que c'est important de pouvoir protéger tous les élus et, comme le disait Maxime, même s'il s'agissait de l'opposition et même s'il s'agissait de problèmes d'attaque entre la majorité et l'opposition sur des diffamations ou quoi que ce soit, qu'il y ait un moment que ce soit un jury qui nous sépare et puis qu'il le fasse pris en charge dans le cadre de notre action. Mais c'est vrai que à huis clos, on aurait pu avoir un peu plus d'éléments qui nous auraient mis dans une situation beaucoup moins gênante que ce qui est en train d'arriver en ce moment. Je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit à la fois par Maxime et par Valentino. S'agit-il bien de Frédéric Madelon ou d'Éric Madelon? Je crois qu'il faut le rectifier quand même. J'ai fait un lapsus. En fait, si je peux me permettre, on a mis Frédéric parce qu'en fait, sur la convocation, il y a eu une erreur au niveau du commissariat, ils ont mis Frédéric. Mais effectivement, il faut rectifier, c'est Éric Madelon. C'est bien Éric Madelon. Donc, oui. Pardon. Oui, tout à fait, on va rectifier l'erreur matérielle du texte. Merci, André. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, l'affaire étant en instruction, évidemment, je vais m'abstenir de tout commentaire. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Si vous voulez noter les abstentions. André Homps, Madame Archambaudière, Madame Gentil. Je croyais qu'il y en avait d'autres. Bon, ok. Je vous remercie. Pardon,
le point suivant m'amène à quitter la salle puisque je suis... il s'agit d'une opération pour laquelle le maire et moi-même sommes partie prenante. Donc je passe la parole à Sébastien Leroux. Bonsoir à tous. Donc, tout le monde ne va pas partir, hein, rassurez-vous. Donc, il s'agit du permis de construire déposé par monsieur Pierre-Frédéric Billet, donc le maire. Donc il s'agit là pour le coup d'une désignation du signataire de la décision. Pour être complet, donc l'article L422-7 du Code de l'urbanisme stipule que si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Dans ce cas précis, une délégation de signature du maire à un adjoint ne suffit pas. Donc un autre membre du conseil municipal doit être désigné pour la délibération expresse du conseil municipal pour délivrer le permis ou la déclaration préalable à la place du maire de fait empêché. Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L422-7, et vu la demande de permis déposée par Pierre-Frédéric Billet le 25 mars 2022, considérant la nécessité de désigner un de ses membres pour délivrer la décision concernant ce dossier, vu l'avis favorable donc à l'unanimité de la commission, je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir désigner Aïssa Hirti, adjoint au maire, pour délivrer la décision concernant le dossier visé ci-dessus et dire que la présente délibération sera annexée à la décision délivrée. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On peut faire entrer monsieur le maire et le premier adjoint. Merci, on reprend l'ordre du jour. 28, oui, vas-y Jean-Michel. Juste un instant, on va demander au service de vérifier en ce qui concerne le prénom de monsieur Madelon. Il semblerait que ce puisse être effectivement son vrai prénom, Frédéric Madelon. Donc il faudra vérifier auprès des services pour compléter la délai. Oui, bah, je donne la parole, Sébastien. On est bien à 28, on est bien d'accord. Allez, vas-y, Sébastien. Roule. Excusez-moi, il y a une erreur en fait sur la K-Box. Le point 28 est noté 25, tout simplement. En fait, là, c'est une convention de mise à disposition des données d'analyse, ce qu'on appelle HAP, donc en fait, ce qui considère les hydrocarbures aromatiques polycliniques, donc des voiries et des enrobés, et notamment amiante, entre les villes de Dreux, Vernouillet, l'agglo du pays de Dreux et la SEML Gédia. En fait, le principe, c'est quoi? Chacun, lorsqu'il doit intervenir sur les voiries ou les chaussées, doit procéder, dans le cadre de la protection des travailleurs, à des analyses. Et de fait, plutôt que de devoir les faire chacun dans notre coin, une fois qu'elles ont été réalisées, on les met sur, en gros, une banque de données commune, ce qui évite à quiconque qui doit repasser sur le même périmètre de devoir recommencer l'analyse. Donc du coup, c'est plutôt pertinent et ça permet de partager en fait les coûts. En fait, c'est une base de données qui est mise en commun et ce qui permet effectivement d'avoir accès à toutes ces analyses. Donc pour ce faire,
La présente convention est exempte donc de contrepartie financière et celle-ci prendra effet à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2025. Donc je vous demande si vous en êtes d'accord et de bien vouloir approuver le projet de convention proposé et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci Monsieur Leroux. Question, observation là-dessus? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez Sébastien, encore à toi. Oui, alors là c'est pareil, c'est plutôt simple, mais alors, je vais la lire entièrement parce qu'elle est courte, mais pour la bonne compréhension du public. Donc c'est une adhésion au Fonds de solidarité, à l'interconnexion et à l'amélioration des réseaux d'eau potable entre le conseil départemental de Eure-et-Loir, l'agglomération du Pays de Dreux et la commune de Dreux. Donc, il s'agit de l'eau. Donc le Fonds de solidarité à l'interconnexion et à l'amélioration des réseaux d'eau potable est un dispositif mis en place par le conseil départemental permettant aux communes adhérents de solliciter un financement de leurs travaux de distribution et d'interconnexion d'eau potable. Financement attribué selon les conditions d'attribution présentées dans le règlement d'aide eau potable. La ville de Dreux est donc concernée. Donc il appartient au conseil municipal sollicité par le président du conseil communautaire de l'agglo du Pays de Dreux de se prononcer sur l'adhésion de la commune à ce fonds. Je vous demande donc, si vous êtes d'accord, de bien vouloir approuver l'adhésion de la commune au dispositif et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette adhésion. Merci Monsieur Leroux. Heureusement qu'elle n'était pas trop longue la délibération. Voilà. A-t-il des questions, observations? Je m'en doutais. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez Sophie, on t'écoute. Bonsoir. Dans le cadre de sa politique de propreté urbaine, la ville de Dreux souhaite poursuivre le partenariat mis en place depuis 2014 avec la communauté d'agglomération du Pays de Dreux et l'OPH Habitat Drouet. L'objectif est de répondre à l'enlèvement des déchets au niveau des colonnes enterrées implantées en propriété privée ou publique, des conteneurs, des aires de stockage, des points d'apport volontaires et des encombrants sur le parc immobilier collectif de l'OPH de l'Habitat Drouet. À cet effet, les parties se sont rapprochées afin de déterminer les modalités techniques et financières de leur partenariat. Ainsi, la ville de Dreux s'engage à verser une participation financière correspondant à 1/3 du montant du marché attribué. Pour information, le montant de la participation financière en 2021 était de 25 000 €. Je vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir approuver la convention de partenariat pour la prévention et l'amélioration de la collecte des déchets et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci Sophie. Question, observation là-dessus. Monsieur Gambito. Oui, moi, quelques remarques. Tout d'abord, en ce qui concerne ces conteneurs enterrés, c'est vrai que c'est pas normal que nos concitoyens entassent des bouteilles à pas en finir lorsque c'est plein, mais il serait bon quand même que lorsqu'ils sont pleins, ce soit un ramassage qui soit fait un petit peu plus rapidement, et ça éviterait ça quand même. Mais c'est pas sur ça c'était une petite parenthèse que j'interviens. J'interviens sur le fait que je voudrais rappeler qu'on a, en ce qui concerne nos déchetteries, une politique qui est devenue beaucoup plus restrictive. Et que cette politique beaucoup plus restrictive, elle a un impact sur l'attitude de nos concitoyens. Et là, aujourd'hui, on est en train de se retrouver avec des gens qui, parce que c'est devenu difficile d'aller en déchetterie, parce que ça coûte plus qu'avant, parce que c'est plus tout à fait la même politique qu'on a eue par le passé, vont commencer à préférer lâcher leurs détritus ou leurs trucs à côté, là où ils peuvent. Alors aujourd'hui, c'est à côté de ces bornes, et demain, on va commencer à en retrouver. D'ailleurs, on commence déjà à en retrouver un petit peu partout. Alors je sais qu'il y a des interventions qui sont faites à chaque fois, mais on est quand même dans une logique, c'est pas directement à vous, mais c'est vous, monsieur le vice-président, de dire que si d'un côté on habille Paul et on se dit on va faire des économies, on va faire plus de restrictions en ce qui concerne les déchetteries au niveau de l'agglo, et ça impacte directement les problèmes qu'on peut avoir sur Dreux et les finances de Dreux, moi ça me pose question. Donc vous dire que là on se retrouve dans quelque chose, c'est normal qu'on le vote, c'est normal qu'on réagisse, c'est normal qu'on ramasse tout ce qui est balancé, mais il y a aussi vis-à-vis de l'agglo peut-être de réagir sur le fait qu'on soit moins restrictif, que ça ne devienne pas une galère que d'emmener nos déchets au centre de tri, qu'on ne soit pas comptabilisé avec nos sachets même de verre, parce que ça devient quelque chose de plus
plus difficile et c'est pas normal. C'était pas la politique que l'on menait dans le temps et c'est dommage qu'on vienne en arrière. Merci Monsieur Gambuteau. Alors effectivement, la question des déchets, du traitement des déchets en 2022-2023 va être une question qui va être sacrément compliquée à régler puisque la réglementation a évolué et que ça va être une question qui va être âprement discutée au sein de l'agglomération. Ça a déjà commencé. Bon, on a réussi à négocier un réinvestissement sur la déchetterie de Dreux. Là, ils vont réinvestir 2 millions d'euros pour avoir une déchetterie un peu digne de ce nom, qui permet aussi l'accès, le plateau nord, l'accès de manière sécurisée aux voitures, parce que c'est très compliqué en face du circuit de l'Est parisien. Donc là, bon, ils vont réinvestir, donc bon, je crie pas trop, voilà. Mais on aura tous, collectivement, le conseil municipal de Dreux a joué un rôle lors des négociations au sein du conseil communautaire, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les premières pistes de réflexion qu'on a pu entendre nous déplaisent fortement. Voilà. Je pense aussi que la TOM, enfin la taxe sur les ordures ménagères, pourrait être territorialisée. Ce ne serait pas inintéressant. Je pense que de mémoire, Dreux-Vernouillet doit représenter autour des 40% de la collecte fiscale de la TOM. Sauf qu'on ne coûte pas 40%. On coûte moins. Donc moi je veux bien être solidaire, mais la solidarité à un moment donné elle a de ses limites. Mais c'est un débat encore qu'on a déjà eu au sein de l'agglo, enfin on est d'accord sur l'analyse de l'agglo, donc là-dessus il n'y a pas de polémique, mais effectivement on aura besoin de toutes les forces politiques dans les mois qui viennent pour âprement discuter, négocier le bon niveau de curseur. Voilà. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, je laisse la parole à Nelson. On parle des abeilles, Nelson, c'est ça? Bonsoir, oui, c'est les abeilles. Donc c'est une convention de gestion du rucher pédagogique municipal par l'association départementale L'Abeille Aurélienne. En fait, nous étions sous convention avec l'UNAF apiculteur. Malheureusement, cette association n'avait pas de représentant sur le département d'Eure-et-Loir. Il faisait intervenir quelqu'un soit des Yvelines, soit de l'Eure. Dans une logique de travailler local, on a décidé de conventionner avec l'association L'Abeille Aurélienne, dont, à ma grande surprise, de nombreux Drouais sont adhérents, puisqu'on a quelques apiculteurs amateurs et professionnels sur le territoire. Donc l'objet de cette délibération, c'est de donner pouvoir au maire de signer la convention, l'adhésion à cette association. Au niveau du coût de cette convention et de aussi l'adhésion à l'association et aussi la production de miel et les assurances nécessaires au bon fonctionnement de ce rucher, c'est estimé à 1 000 € par an. Voilà, la commission a donné un avis favorable. Donc je vous demande d'approuver la convention de gestion du rucher pédagogique, d'adhérer à l'association L'Abeille Aurélienne, d'investir dans l'achat de 2 nouvelles ruches et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents afférents à cette démarche. Merci Nelson. Question d'observation là-dessus. Monsieur Gambuteau. Moi, juste une observation très très favorable. J'ai appris beaucoup de choses sur les abeilles lors de réunions de commission. Au passage, dire qu'on a quelques agents qui sont très compétents en la matière et c'était agréable. Et juste pour rappeler, parce que c'est pas précisé, mais l'intérêt que ça a, c'est pas simplement ces ruchers, ces 5 ruches qui sont mises en place, mais il y a un accompagnement pédagogique de tous ceux qui veulent venir et mettre des ruches chez eux. C'est-à-dire que là, puisqu'il paraît qu'on est beaucoup écouté, de dire à tous ceux qui ont envie de découvrir la possibilité de mettre une ruche chez eux, ben là, il y a un accompagnement réel avec des gens qui sont locaux. Il y a quelque chose de très très sympa à faire, donc une invitation à ce qu'ils y participent. À 21h30, quand on a un conseil municipal, l'alarme se déclenche et c'est toujours vous qui parlez, monsieur Gambuteau. Il y a un truc qui se passe. À chaque fois, c'est dingue. Non, mais oui, l'aspect pédagogique, c'est extrêmement important. Voilà. Bon, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, Nelson, on parle de mobilité. Oui, vous savez que notre municipalité est engagée assez fortement sur les sujets de mobilité. Elle est venue de faire un petit point sur le sujet, puisqu'on a bénéficié d'un certain nombre de subventions. On a pu mener des actions, notamment avec le service de vélo partagé, qui ont beaucoup changé l'image de la ville, notamment. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le dispositif Interreg porté par l'Union européenne arrive à sa fin au mois de juin 2022. Et donc, il est temps de faire un petit bilan
sur la mobilité au niveau de notre municipalité. Alors, il y a différentes actions, puisqu'on avait 3 orientations, l'amélioration des infrastructures, la mise en place d'un service, et puis bien sûr l'accompagnement au changement de nos concitoyens dans leurs déplacements. Au niveau des infrastructures, on peut se féliciter de l'aménagement de 16 km d'aménagement cyclable, notamment porté par notre collègue Sébastien Leroux. 96 emplacements parking vélo installés sur l'espace public. Une vigilance accrue, notamment sur les permis de construire, et ça j'en remercie Jean-Michel Poisson, sur chaque projet de logement collectif, maintenant l'obligation d'intégrer un stationnement vélo sécurisé par bâtiment et par logement par ailleurs, un élargissement des zones 30, un pré-équipement de places de stationnement pour de futures bornes électriques, et puis grâce au service de Radco, Clissura, l'achat de 14 véhicules électriques pour la flotte interne. Ça, c'est tout ce qui est infrastructure, ce que nous avons mené depuis 3 ans bientôt sur les sujets de mobilité. Au niveau du service, j'espère que certains d'entre vous en ont bénéficié. On a mis à disposition des vélos à assistance électrique, des vélos cargo ou des véhicules, alors ça a moins bien marché, on va y revenir, des voitures partagées. Donc ça beaucoup de nos concitoyens m'ont dit que ça avait changé l'image de la ville, les vélos mis à disposition. Donc voilà, c'est un service qui coûte cher, on pourra en discuter juste après. Néanmoins, ça a apporté une image positive pour notre commune. Et puis un accompagnement au changement avec des actions menées notamment dans les maisons Proximum sur les sujets de mobilité. Donc plutôt positif, et à chaque fois une vingtaine de participants. Donc c'est plutôt positif sur l'ensemble. Je vous le disais, c'est un service notamment au niveau des vélos électriques et des véhicules électriques en autopartage, service qui coûte cher. C'était supportable pour la collectivité, étant donné qu'on était assez largement subventionné par l'Union européenne, puisqu'on est subventionné à hauteur de 60%. Ce dispositif arrive à la fin. En tout cas, l'accompagnement financier se termine au mois de juin. Il va nous appartenir de décider si, à la fin de l'année, nous poursuivons ce dispositif sans aide, ou si nous devons l'arrêter et orienter notre politique de mobilité sur d'autres possibilités que vous trouverez dans le rapport. Je vous en soumets une, l'éventuel accompagnement sur un accompagnement financier sur l'achat de vélos pour nos concitoyens, puisqu'on pourrait, je pense, réfléchir à cette possibilité pour remplacer l'éventuelle suppression du service de vélo en électrique en autopartage. Voilà, le rapport est assez long, j'espère que vous avez pris le temps de le lire. Pour moi, c'était nécessaire que l'on fasse un point sur la mobilité. Et puis derrière, il y a une orientation à la stratégie mobilité. Il y a des fiches actions qui vous sont transmises. Donc, je vous demande de prendre acte du bilan mobilité et d'approuver les orientations de la stratégie mobilité. Merci Nelson. Question, observation là-dessus. Allez, Monsieur David, Monsieur Gambuto. Oui, moi juste quelques remarques. On ne fera pas tout le débat, toute la réflexion sur les circulations, notamment douces, mais c'est important quand même, puisqu'on fait un bilan et quelques orientations qu'il nous faudra travailler pendant toute l'année. Tout d'abord, en ce qui concerne, je crois que c'est montré de façon claire, en ce qui concerne les locations de vélos, qu'ils soient assistés ou pas, ça ne répond pas à un besoin, ça ne répond pas à une demande pour une ville comme celle de Dreux. Donc ça nous semble pas, je crois peut-être que la majorité est d'accord, pertinent de continuer, parce que ça coûte beaucoup d'argent et ça ne développe pas les déplacements en vélo. Parce que l'objectif, c'est de pousser les gens à se déplacer le plus possible à vélo et le moins possible en voiture. Donc là, en ce qui concerne, on a vu que c'était plutôt du loisir pour ceux qui font du vélo, et ils sont très peu utilisés. Je ne vous parle pas de la voiture, puisque là, on a vu sur les chiffres qui sont donnés que là, la voiture, à part une personne qui en bénéficie à plus de 50%, et c'est tant mieux pour elle. 66%. On vous a expliqué pourquoi. Oui, qui part le vendredi soir. En fait, il loue ça le samedi soir pour aller en boîte de nuit. À Chartres, il revient avec, et ça représente 70% des kilomètres parcourus. Voilà, donc c'est... Mais bon. lui vit sa meilleure vie. Hein.
Ah oui, oui. Mais ça coûte cher quand même aux contribuables pour... voilà. Donc là, les voitures, ça répond pas à une attente non plus, mais ça, je pense que c'était clair. En ce qui concerne les vélos, j'entends bien la volonté que l'on a de développer le vélo, mais on se rend compte, c'était une intervention que j'avais faite déjà à l'époque, on se rend compte que ce qui permet de développer les circulations vélo, c'est pas les aides financières, ce qui pousse avant tout, c'est que les gens puissent se déplacer en sécurité. Donc c'est dans les infrastructures qu'il faut le plus investir. Et là, même si vous investissez de façon plus importante que par le passé, il ne faut pas que ce soit décousu. Il faut que ce soit des destinations, des parcours qui soient entiers. Parce que si on a des parcours en pointillés, s'il faut traverser, descendre de son vélo, etc., ça ne met pas les gens en sécurité. Donc ça a un plus pour ceux qui font déjà du vélo. Mais ceux qui ont peur de faire du vélo en feront pas plus s'il y a des pistes cyclables en discontinu. Donc c'est vraiment à réfléchir. Ouais. Peut-être que le nombre de kilomètres, et si on est limité au niveau du budget, je veux bien l'entendre, mais qu'on soit plutôt sur quelque chose en suivi, plutôt que ce soit en discontinuant. Sur les emplacements vélo, là, c'est les quelques remarques que vous avez faites. Oui, c'est bien d'en développer. J'avais proposé, je ne pense pas que vous soyez contre, ce serait bien de mettre des emplacements dans nos parkings souterrains et d'avoir des endroits là, puisque nos parkings ne sont pas pleins, et que ça permette aux gens de se sentir là aussi plus à l'aise avec des vélos qui sont surveillés au même titre que les voitures, et puis en plus, à l'abri. Vous faites une petite note sur les avancées sur le 30 km/h en ville. C'est certainement une avancée intéressante. Mais j'allais vous dire, OK pour le 30 km, peut-être n'est-il pas pertinent de mettre, alors je regarde M. Leroux surtout, des stops et des ralentisseurs partout. Je ne suis pas convaincu que ça aide vraiment. Je pense que ça pénalise plus ceux qui font attention et qui respectent le code que les autres. Donc, monsieur le maire, vous parliez d'avoir quelque chose d'un petit peu plus de police et qui fasse des contrôles. On serait plus sur le fait d'avoir des radars et puis qui soient surtout sur les axes où les gens roulent très vite, même en centre-ville, plutôt que des ralentisseurs et des stops à tout va qui sont en plus source de perte d'énergie, puisque c'est du freinage, c'est du redémarrage, etc. Et ça a des conséquences bien plus importantes qu'on peut le croire. Voilà en ce qui concerne les infrastructures. En ce qui concerne les services, donc les vélos, je crois qu'on peut mettre une croix sur la location à court terme. En revanche, plutôt que ce que vous proposez, à savoir de donner une prime ou d'avoir une subvention pour l'achat, là aussi on sait que ça pousse parce qu'il y a une opportunité, les gens à acheter le vélo, mais pas forcément à en faire. En revanche, il y a d'autres méthodes avec le même coût. Ce qu'a fait Chartres, il me semble que c'est quelque chose de très intéressant, qui est la location à longue durée. Et quand les gens s'habituent, ils trouvent ça intéressant, ils finissent par l'acheter. Donc ce sont des locations avec option d'achat, et ça marche très bien puisque leur boutique est vide. Bah, c'est une réflexion importante, hein, la mobilité. Je vais vite parce que vous voulez du rythme. Non, mais c'est pas parce que vous parlez vite que ça dure pas longtemps. En fait, c'est ça le problème. Mais tant que j'entends pas l'alarme, je continue. Donc, alors j'arrêterai là-dessus. L'idée aussi qui est donnée, qui est sur le vélo-école, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et je vous invite, ce type de vélo-école, parce que ça marche ailleurs, aussi d'en faire sur les quartiers et aussi de s'adresser aux adultes, puisqu'on s'est aperçu qu'on a souvent des personnes, plus particulièrement des femmes, qui ne veulent pas prendre le transport en commun, qui ne descendent pas en ville parce que c'est loin, et si on leur apprend le vélo, qui descendent en ville et qui découvrent d'autres limites à leur ville. Vous voyez, il y a plein de choses à faire sur les mobilités. Alors, mais c'est un gros sujet que vous mettez en fin de mandat, en fin de conseil quand même. Hein. Mais c'est un très gros le lapsus. Monsieur Gambuto, moi qui ne vous ai jamais vu sur un vélo, vous êtes extrêmement généreux sur le sujet. C'est assez impressionnant. À telle époque, Monsieur David s'est dit merde, j'avais une question à poser, mais du coup, il a tellement élargi le truc que c'est pas la peine. Oui, vous aussi, il vous a fatigué. On est d'accord. Hein. Bon, je plaisante. Je sais quelques éléments de réponse. Oui, il y a tellement de choses là. Bon. Oui, avoir... Excusez-moi, mesdemoiselles, je vous dérange pas? Ça va? Allô, Lydie? Ça va? Effectivement, les infrastructures, c'est ce qui est le plus important. On essaie de le faire à chaque fois qu'on peut le faire. Par exemple, la rue Émery-Caron, qui va être requalifiée, aura des pistes cyclables le plus sécurisées possible. On n'oublie pas non plus les quartiers. Au BAT, par exemple, dans le cadre de la rénovation urbaine, on installe des nouvelles voies cyclables dès qu'on peut le faire. Voilà. Donc il y a une réflexion globale. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait depuis 3-4 ans, je dirais, Aïssa. C'est toi qui pilotais ça avec
On a été primé par l'association des utilisateurs de vélo au niveau national. Voilà, on essaie de faire les choses bien. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 3-4 ans, ouais, c'est ça, et qui va dans le bon sens. Et il faut qu'on continue à développer. Dès qu'on peut le faire, on le fait. Alors, sur les vélos, le bilan, on le partage ensemble. Bon, les voitures électriques, on a essayé. Bon, c'est pas très, très concluant. Il y a juste un jeune homme qui va devoir louer ça chez Avis maintenant, mais bon, tant pis. Sur les vélos, la solution, oui, c'est... Disons que l'utilisation du produit qu'on a mis à disposition ne remplit pas ce qu'on aurait imaginé. Donc il faut trouver une autre solution. Si on peut aider les gens à devenir propriétaires de leur vélo ou à transformer leur vélo en vélo électrique, c'est intéressant. Parce qu'on est quand même dans une cuvette. Hein, donc quand on va aller sur le plateau, il faut pédaler fort. Voilà. Et puis, alors, juste un petit point sur Monsieur Stop, Monsieur Leroux, parce qu'on l'appelle comme ça, Monsieur Stop. On a toujours dit qu'on met des choses en place pour casser la vitesse, parce que beaucoup de riverains nous ont demandé de casser la vitesse. Il y a des rues où c'était extrêmement dangereux de sortir de chez soi. Rue Saint-Martin, par exemple, vous voyez. Donc, et on a toujours dit, on met des choses en place, on fait le bilan avec les riverains. Faut pas avoir de religion là-dessus, faut être très pragmatique. Après... c'est vrai qu'à un moment donné, on lui a filé 2 pots de peinture blanche. Là, il nous a mis des stops partout. Ah, moi, je dis, s'il te plaît, arrêtez avec tes stops. Mais blague à part, quand il y a un drame, vous voyez comment réagissent les gens. Hein. Vous vous souvenez, il y avait eu un drame quelques années en face de l'école de danse d'Agine Lorca. D'un coup, alors qu'on sait que c'était dangereux, on fait des aménagements. Voilà, donc essayons de faire un peu de prévention, de casser la vitesse. Le contrôle de vitesse, moi, je vous le dis et je vous le répète, je n'en ferai pas que la police municipale. La police nationale a un équipement pour ça. On les sollicite quand il y a des questions chez les riverains qui nous disent là il y a un problème, on les sollicite, ils font leur travail. Mais moi je ne souhaite pas que la police municipale se concentre sur autre chose. Voilà. Donc pour l'instant je ne veux pas bouger là-dessus. Voilà. Monsieur David, c'est quand même une question après ça. Non, vous me faites court, Monsieur David, hein, pitié. Parce que, en l'occurrence, j'ai lu, Monsieur Fonseca, le rapport avec attention. Donc, si vous m'autorisez, je prendrai juste quelques minutes et je vous promets de faire court et efficace. Mais c'est un sujet qui me passionne, en l'occurrence, donc j'aimerais revenir sur certains points. Et vous faites du vélo, vous ? Très concrets. Pour le coup, j'en faisais, mais pour des questions, je reviendrai de sécurité, je me suis abstenu. En élément de contexte, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Que l'usage du vélo augmente très fortement. C'était encore dans le JT cette semaine. Il y a vraiment un boom de l'usage du vélo, et à ce titre, je trouve que c'est quand même porteur de plusieurs opportunités, et le contexte économique avec la hausse du prix de l'essence doit nous interpeller aussi sur les opportunités que ça offre pour une ville comme Dreux. Je pense aussi que du coup, en conséquence, les citoyens, eux, sont prêts à repenser leur mobilité, y compris dans l'hypercentre. Et donc à ce titre, c'est plutôt, comme le disait M. Gambuteau, une demande d'ambition sur ça. Et donc je voudrais revenir sur 3 points très rapidement. Sur les pistes cyclables. En l'occurrence, c'est effectivement très bien de les augmenter. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui sont réservés sur ce que vous appelez les chaussées à voie centrale banalisées, là, les chaussées-doux. Je trouve que c'est pas clair à l'usage c'est pas clair à l'usage ni pour les véhicules ni pour les vélos, et je pars du principe que ça entraîne plus de danger qu'autre chose. Donc je suis pas forcément favorable. Je fais plutôt partie de ceux qui ont plutôt la volonté de spécialiser les voies suivant les usages, et donc d'oser parfois même le courage de mettre certaines voies à sens unique. Je pense que c'est vraiment une réflexion globale sur le sens de circulation de la ville qu'il faut mener. Ça a plusieurs avantages. Ça permet de sécuriser les vélos, ça permet d'élargir les trottoirs pour les piétons, ça peut même permettre parfois de végétaliser les axes structurants de la ville. Parenthèse, mais on dit boulevard parce que ça vient de boule verte, lorsqu'il y avait des arbres sur les boulevards à Paris. Donc il faut aussi s'interroger, et c'est un peu transversal à la politique de végétalisation que vous entendez porter. Donc voilà, pousser un peu l'ambition. Sur le stationnement et les recharges, rien à dire, c'est très bien. Sur le service, là c'est le point qui m'intéresse, enfin qui m'a le plus interpellé. Le vélo et les véhicules en libre service. Je salue la démarche de faire un point d'étape. Je trouve que c'est une bonne approche. Et ça nous montre, en plus vous le faites en transparence, ça montre que ça ne marche pas. Il fallait essayer, mais c'est pas adapté. Moi je suis plutôt pour l'aide à l'achat au vélo. Donc je suis OK avec ce qui est mis dans les préconisations. Mais il y a un point qui m'a interpellé, c'est que la fameuse subvention Interreg, elle s'arrête en juin. Et vous dites pourtant dans les préconisations que vous entendez poursuivre le service de mise à disposition en libre service des vélos. Donc ça veut dire que ce coût-là va être impacté sur le budget de la ville. Or, on constate que c'est quand même assez limité dans ses effets. Donc il y a des dégradations très importantes. Vous avez le courage de dire que ça va jusqu'à 50% des vélos qui sont détériorés. Et les recettes, en contrepartie, ça représente que 4% de 60 000 euros. Donc c'est-à-dire que l'entièreté est à la charge de la ville.
Pour un service qui monte des faïences, on a essayé, on a vu que ça marche pas. Je pense qu'il faut plutôt réduire la voilure, un service minimum, et plutôt pousser ce que vous mettez dans vos préconisations, l'aide à l'achat. Et là, on peut aller beaucoup plus loin. Vous parliez tout à l'heure de la déchetterie. Il y a une filière de recyclerie, il y a des filières de réparation de vélos à mettre en place, et je pense qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin là-dessus. Donc ça, c'est une première piste intéressante, mais ça nous donne des perspectives qu'il faut regarder attentivement pour aller plus loin. Alors j'ai regardé sur Facebook. Ah, bon, bah, vas-y, Madame Chambaudière. Je vais faire très court, encore plus court avec Maxime. Deux choses. Juste sur les stops, je précise une chose. Au bout de la rue d'Amar, je crois on est il n'y a toujours pas de stop ni de céder le passage, alors qu'il y a beaucoup d'élèves qui traversent le boulevard du Bois. Effectivement. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Mais il y avait une raison technique pourquoi on l'a pas fait, parce que c'était à cause de la température et des choses. Voilà. Et ça devrait être fait normalement. Voilà, je le précise, c'est pour les enfants. Oui, qui passent. T'as raison, Florence. Je suis passé tout à l'heure parce que je voulais vérifier justement, et effectivement, c'est toujours pas fait. Mais on attendait ce qu'il faut un minimum de température et pas trop d'humidité. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est ça, Monsieur Leroux? Je résume à peu près le truc. Ok. Deuxième chose concernant les vélos, alors je vais peut-être un peu faire la bobo de centre-ville, mais c'est une réalité. Non mais moi je fais du vélo en centre-ville, je fais mes courses toujours en vélo. J'ai 3 vélos. Un vélo qu'on m'a donné, un vélo d'occasion qui m'a coûté 50 € et un vélo récupéré à la déchetterie juste avant qu'il ne passe la barrière, c'est-à-dire qu'on a pu le récupérer. 3 vélos, 50 €. Alors c'est sûr qu'on a mis un petit peu d'huile, on a bricolé, c'est-à-dire que l'aide à l'achat d'une municipalité, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions, parce que c'est facile, on nous donne de l'argent, on achète un vélo, on en a marre, finalement le vélo on s'en fout, il est cassé, on le répare pas. Par contre, un système de recyclerie, il y a beaucoup de gens qui veulent offrir des choses, échanger, donner, et je pense que ça c'est quelque chose à mettre en place. La solidarité, ça va aussi dans ce sens-là. Et le vélo, il y a plein de gens qui ont des vélos et qui s'en servent pas. Plein. Et il y a des choses à faire là-dessus. Bon, c'est bon pour le vélo? Je vais faire une réponse globale si vous n'en voulez pas, plus courte que toutes vos interventions. Donc oui, enfin, la première recyclerie, ça s'appelle leboncoin.fr. Voilà. Après, globalement sur la recyclerie, je vois ce que fait le Secours Populaire, c'est quand même pas mal. Hein. Alors pas forcément sur les vélos, c'est vrai, mais sur les meubles, les matelas, ils ont eu un partenariat pour des matelas neufs. Enfin, bon, ils font pas mal de choses, c'est assez intéressant. Après, recyclerie, oui, pourquoi pas. Bon. Alors, dans la nouvelle déchetterie, il y aura un espace comme ça, où on va monter en voiture, ils feront des cellules où on pourra récupérer ce genre de choses. Donc, il faudra qu'on communique dessus. Donc, c'est ce qu'ils m'ont vendu, Citreva m'a vendu. Ça me semble pas inintéressant, il faudra regarder comment ça se passe. Ils font les travaux. Si je dis pas de bêtises, à la fin de l'année 2022, il y en a un pour une petite année. Voilà, donc on fera le point ensemble. Alors, je balaye, il y a tellement de questions. Alors, les voiries partagées, Monsieur David, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Mais absolument pas. Je pense que ça fonctionne bien. Déjà, ça fait prendre conscience aux automobilistes qui peuvent avoir des vélos sur la route. 2, on a fait un point il y a quelques mois avec l'association des utilisateurs de vélos sur Dreux, qui se disent très contents de ce qu'on a mis en place. 3, c'est vrai que c'est pas... Je préférais avoir des voiries complètement sécurisées, partagées, délimitées, matérialisées, mais c'est pas toujours possible. 4, il faut qu'on continue à étendre le réseau. Mais la voirie partagée, alors je appelle ça voirie partagée, vous savez, hein, ils sont délimités par les bandes, on roule au milieu, etc. C'est pas si mal que ça. Moi j'avais des doutes, hein, comme vous au début, et en fait on écoute les utilisateurs de vélos qui sont plutôt contents du dispositif. Mais il faut qu'on continue à évoluer. Alors, pourquoi le mois de juin et pourquoi la fin d'année? Parce que justement, c'est simplement le marché qui se termine à la fin de l'année. Donc il y a un décalage entre le temps de la subvention et le marché, notamment pour les voitures. Alors, la filière réparation, oui, pourquoi pas, on peut avoir une association qui fait des choses comme ça. Après, moi, je pense par exemple, à M. Pénat, qui est marchand de vélo, qui a aussi son activité de réparer, de remettre en route. J'ai toujours l'idée qu'il ne faut pas faire concurrence au secteur privé quand il y a un secteur privé qui en vit aussi, voyez. Et par exemple, si M. Pénat, on doit se rapprocher de lui, peut aussi aider à transformer des vélos en vélos électriques, s'il peut le faire, j'en serais très content. Voyez. Donc on essaie aussi d'aider la filière locale, comme quand on met les chèques cadeaux, enfin les chèques lecture pour les enfants de Dreux, et ben ils vont à la Rose des Vents. Moi, ça me fait plaisir qu'ils arrivent à la Rose des Vents. Vous voyez, on essaie de générer du flux et d'aider nos commerçants. Voilà. Allez, je passe au vote. Je passe.
Lorsque Interreg va s'arrêter, les 60 000 euros, qui va les payer si on continue le service? Ouais, non, mais c'est ce que je voulais savoir. En fait, il y a un marché public qui se termine à la date de fin de marché, on ne reconduira pas. Là, en attendant, effectivement, le dispositif Interreg ne finance plus. Comme tous les dispositifs, hein, on nous appâte pour mettre en place des dispositifs, et puis après, c'est les collectivités qui ont la charge à 100%. Donc là, c'est juste le timing avec la fin du marché, tout simplement. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nelson, toujours, on entend une dernière chose, je crois. Attends, je ne me dis pas de bêtises. Mobiprox, c'est ça? Exactement. Allez, je t'en prie. Donc, eh bien, c'est une action de mobilité, hein, puisqu'on vient de faire le point sur la mobilité. Donc, c'est une association des professionnels des mobilités, enfin des engins de déplacement personnel motorisés, donc notamment les trottinettes électriques, les monoroues, les overboards. Ils ont une convention en fait avec le ministère de la Transition écologique. Et nous, dans le cadre, puisque je vous rappelle que nous sommes lauréats de l'appel à projet à vélo 2, qui comporte une vélo-école notamment, mais aussi des ateliers de réparation des vélos, et bien là, il y a une action qui va être menée avec cette association Mobibox. Donc on passe c'est un contrat de partenariat que la ville va passer avec Mobiprox, pour qui fasse une journée d'initiation gratuite sur l'utilisation notamment de la trottinette électrique et sur la prévention de son utilisation. Donc ça va se dérouler sur une journée la journée n'est pas déterminée, mais ça se déroulera de 8h à 18h. Nous, en contrepartie, on s'engage à mettre des moyens non financiers, mais ça coûte quand même, notamment la mise à disposition d'un barnum avec un raccordement électrique pour l'installation de l'espace de sensibilisation, de communiquer sur l'événement et la mise à disposition d'un espace de 150 m² en extérieur ou en intérieur pour une initiation aux trottinettes électriques. Voilà, donc je vous demande si vous en êtes d'accord de bien vouloir permettre à la ville de Dreux de participer au programme Mobiprox, d'approuver le projet de contrat de partenariat avec la Fédération des professionnels de la micromobilité et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le dit contrat de partenariat. Merci Nelson. Question, observation là-dessus? Monsieur David. Oui, je voterai pour ce rapport. Je trouve que c'est une bonne initiative et qui répond à une vraie problématique. Qui répond à une vraie problématique où ce mode de transport se diffuse et pose quand même des problèmes de cohabitation avec les piétons, notamment dans le centre piéton. Je voulais simplement vous dire qu'au-delà de ça, cette action de sensibilisation, si elle répond en partie, elle n'y répond pas totalement. Je pense qu'il y a un vrai enjeu, au-delà de sensibiliser, de contrôler et de faire appliquer la loi. Vous avez la loi en tant que collectivité de votre côté. Je rappelle qu'il y a un décret du 23 octobre 2019 qui précise un certain nombre d'usages de ces trottinettes électriques en particulier, interdit aux moins de 12 ans, obligation d'avoir une assurance avec responsabilité civile, usage interdit sur les trottoirs, interdiction d'être à dos dessus. Or, aujourd'hui, il arrive que dans l'hypercentre de Dreux, on croise ces trottinettes électriques. Ça pose des vraies questions de sécurité, honnêtement, en particulier dans la zone piétonne. Donc, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez une politique volontariste en lien avec peut-être la police municipale pour renforcer les contrôles, peut-être mettre de la signalisation, rappeler ces règles, assurer des verbalisations le cas échéant pour aussi montrer l'exemple? Vous en avez la possibilité. Des villes comme Paris ont été même plus loin que la loi. Donc si de votre côté vous avez des informations aussi sur des statistiques là-dessus, ça m'intéresse. En tout cas, je voulais vraiment poser ce sujet parce que ça inquiète certains de nos concitoyens et ça peut même être, je vais vous dire, un frein à la fréquentation du centre-ville si on a peur de se faire percuter. Je vous assure qu'un choc avec ce genre de véhicule peut être mortel, tout simplement. Et donc, moi j'aimerais qu'on soit un peu plus vigilant, volontariste là-dessus, avant que ça augmente trop fortement. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Monsieur Corbuteau. Oui, moi c'était savoir, mais ça va un peu dans le sens de ce que dit Maxime, c'est l'objectif de cette démarche. Est-ce que c'est plutôt inviter les gens à une attitude citoyenne et en passant par cette formation, ou c'est tout simplement avec l'intention de développer, au même titre que le vélo, de développer la trottinette et donc d'inciter les gens. Donc que ce soit assez clair. Moi, je l'ai lu dans le sens approche pédagogique citoyenne, mais il faudrait que ce soit clair et que ce soit dans ce sens-là.
merci, je fais un pause là. C'est tout à fait l'esprit de dire, c'est plutôt une sensibilisation de pouvoir parfois rectifier des comportements qui ne sont pas appropriés sur la voie publique. C'est pas du tout l'idée d'aller promouvoir cette mobilité. Après, la police municipale, vous savez, elle est de plus en plus professionnelle à Dreux, elle fait très bien son travail, et quand elle mesure qu'il y a des comportements qui sont dangereux pour autrui, elle n'hésite pas. En tout cas, les consignes sont très claires. Voilà. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, délibération 34, compte rendu des décisions. Ah, Monsieur Fontaine. Allez-y. Je voulais pas vous manquer. Est-ce que vous pourriez apporter des précisions concernant les décisions 49 et 51? Donc 49, c'est les relations financières Dreux-Adelot, et 51, c'est cession des parts de Gedia sur les contrats. Le point 49, il s'agit d'études qu'on a lancées concernant la relation financière avec la communauté d'Agglo du pays de Dreux, avec le cabinet Klopfer, et sur la partie financière. Et là, le point 51, c'est ça? Le point 51 concerne une étude sur la cession de parts concernant Gedia. Monsieur Gambuteau, allez-y. Alors oui, on l'avait bien compris en le lisant, que c'était une étude en ce qui concerne la cession, mais en fait, moi je voudrais pousser la question un petit peu plus loin, monsieur le maire, c'est est-ce que vous avez des projets, parce que ça m'étonnerait que vous payiez une étude comme ça juste pour voir ce que ça donnerait. Que pour le plaisir. Que pour le plaisir, donc quels sont, est-ce que vous avez des projets en ce qui concerne Gedia? Juste rappeler qu'il y a quelques années, je m'étais d'ailleurs opposé, nous étions opposés à ce que Gedia change de structure de régie pour devenir justement cette structure, que ça devienne une SEM, parce que au passage il y avait une récupération. Alors c'était pas pour cela, mais au passage il y avait une récupération, si je me souviens bien, de 28 ou 28 millions d'euros C'était à peu près un peu moins de 30 millions, je crois. Ouais, c'était 28-29 millions de trésorerie, et qui avait été ensuite utilisé pour la politique municipale, ce qui nous semblait pas normal, puisque c'était quelque chose qui aurait dû rester au service des Drouais, en lien avec leur facture. Donc là, est-ce qu'il y a des objectifs, pardon, ça fatigue, de cession importantes? Pourquoi oui. Et voilà, jusqu'à... Oui, je veux pas répondre. Non, je plaisante. Non, simplement, alors, vous savez, la vision qu'a eu l'ancienne équipe municipale de transformer la régie en SEM et d'ouvrir le capital a été une excellente idée. Pour une raison extrêmement simple, c'est que Gedia aujourd'hui nous coûterait de l'argent. Parce qu'on ne serait pas sur les marchés internationaux d'achat d'énergie et qu'on ne pourrait pas assurer ce qu'on doit assurer. Et l'agglomération a tellement évolué en 10 ans, elle évolue maintenant tous les 4 ou 5 mois, que ce serait un boulet pour nous. Voilà. Après, l'étude sur Gedia, oui, je ne ferme pas la porte de revendre les parts de Gedia, parce que les signaux qui nous viennent de l'État et de l'Europe sur des SEM de cette taille-là nous font dire qu'il serait peut-être temps d'envisager la vente. Voilà. C'est de la gestion d'actifs, en fait. Ou de se rapprocher de structures équivalentes pour avoir une taille critique. En fait, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, il faudrait peser au moins 100 000 clients pour commencer à peser réellement. Il y a, je dirais, 25 ou 30 entités à peu près équivalentes en France comme Gedia. C'est issu souvent de l'histoire. Alors des fois, vous avez des grosses structures. Vous avez Bordeaux qui a une très grosse structure. Voilà, Metz aussi. Mais il faut qu'on prépare l'avenir de Gedia. Et c'est pas en restant en régie qu'on l'aurait fait. Et c'est pas en restant à notre niveau qu'on va pouvoir assurer dans les 10 ans qui viennent l'expansion et la vie de Gedia. Donc il faut qu'on ait une réflexion en commun. Ça se lance. Je vous ferai partager les conclusions en toute transparence, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. A-t-il d'autres questions sur... on peut passer à la délibération 35? On prend acte des décisions. Sur la délibération 35, il y avait des choses? Non. Et il reste une délibération, monsieur Hirti, sur une subvention au Business Club 28. Il y a la délibération 35.
Non, c'est bon. Ah d'accord, ok. Excusez-moi. 36, en fait, il s'agit l'association Business Club 28 qui regroupe des chefs d'entreprise rhéniens et également des Drouais, organise donc le 5 mai prochain une manifestation au circuit de l'Ouest parisien et sollicite l'aide de la collectivité d'une subvention à hauteur de 3 000 € pour un budget qui s'élève à 12 000 €. Donc on vous demande votre accord d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 000 €, tout en sachant que un don sera reversé à l'association Don du Cœur, au profit de 3 enfants droués. Voilà, question d'observation là-dessus? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ne limité. Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est terminé. Bonne soirée à tous et à très vite.